Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Mandrin Godez, en compagnie toujours de mes acolytes Rose Luxé. Bonjour Rose. Bonjour. Et Anaïs Lehou. Salut. Coucou. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez venir nous parler, on a aussi une adresse mail si vous avez des questions. Et aujourd'hui, on reçoit Yoni Arena. Bonjour Yoni. Salut. Donc Yoni, tu es notre invité. On va te laisser te présenter et nous parler un peu de ton parcours et de ta vie un peu, ta relation avec l'art et en quoi ça te concerne, et l'image et tout ça. Et les Ok. Et après, on va partir en débat pendant 3 heures. Voilà. Prépare-la. Ok. Ça me dérange pas. Ok, ben voilà. Donc moi, c'est Yoni Arena. Donc je vais retracer tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Ce sera plus simple. Juste, je vais d'abord partir de la fin pour comprendre. Donc à l'heure actuelle, je dirige justement une école à Montpellier, donc un campus des écoles Brassard. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Mais voilà. Mais avant tout ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Alors, comme beaucoup, j'imagine qu'ils seront invités ici à discuter, passionnés. Alors moi, de bande dessinée au départ. Ça veut dire que moi, ma passion initiale était vraiment la bande dessinée, et c'est ce que je voulais faire comme métier, illustrateur de bande dessinée. Et auteur, pourquoi pas, parce que j'adore. Au départ, ma motivation, c'est vraiment de raconter des histoires. Et voilà, un peu comme tout le monde, sauf que je suis peut-être un petit peu plus vieux, donc c'était un peu plus difficile encore à cette période. Je suis allé jusqu'au lycée parce qu'il fallait un bac pour faire des écoles de ce genre. Alors moi, à l'époque, il fallait un niveau bac, c'est-à-dire qu'il fallait juste arriver en terminale. Donc je suis arrivé en terminale, peu importe que j'ai mon bac ou pas, je savais que je pouvais enfin intégrer des écoles comme je le souhaitais. J'ai commencé justement par une direction d'école à Angoulême, l'école supérieure de l'image, l'ESI, pour faire de la bande dessinée. Puis j'ai découvert, parce qu'à cette époque, il faut imaginer, moi je viens de Corrèze, où il n'y a pas trop d'informations. Quand on est au lycée, il n'y a pas Internet et tout ça, et que finalement la seule connexion que j'avais avec ce que j'aimais, c'était le festival d'Angoulême, le festival de la bande dessinée. Donc ça a été mon point de démarrage, pour ensuite découvrir que l'animation, et notamment la 3D, parce que comme j'aimais vraiment aussi tout ce qui était nouvelle technologie, les écoles existaient, ce qui m'a amené à Montpellier. J'ai fait mes études à Montpellier et j'ai démarré une carrière comme animateur 3D. C'est quelque chose qui s'est plutôt bien passé, sauf que j'avais toujours un peu en moi, un peu de petite frustration de ce que j'aimais bien, c'est quand même être au départ initiateur d'idées, ou en tout cas créer des choses. Et du coup, en parallèle, je travaillais avec 2 amis à moi sur un projet de série d'animation. Donc on a monté une bible complète d'un projet de série qu'on imaginait. Puis enfin, à un moment donné, on s'est dit on le fait sérieusement. Et puis le hasard a fait que au festival d'Annecy, en rencontrant à l'époque, je pense que c'est peut-être encore cette personne, je saurais pas dire aujourd'hui, une personne qui s'appelle Pierre Syracusa, qui est le responsable des programmes jeunesse de France Télévisions, qui a dit votre projet il peut être sympa. Et du coup, une fois qu'on a eu rendez-vous dans les locaux de France Télévisions, finalement, ça nous a donné l'opportunité de créer notre propre studio d'animation. Alors là, on n'était plus que 2. Au départ, on était 3, on n'était plus que 2 à cette période. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est réduite. Et voilà. Et une fois que ça nous a permis, en tout cas, pendant 2 ans, de fabriquer au travers de la demande de France Télévisions un pilote et puis plein d'autres petites choses. Donc j'ai créé mon petit studio d'animation. Ce qui n'a pas donné quelque chose de positif, vu qu'à la fin, finalement, ce projet de série est resté en pilote et n'a jamais été produit, ou n'a jamais voulu, en tout cas, être diffusé ou distribué. Et du coup, en reprenant mon travail, en me disant, je vais souffler un peu et me mettre un peu en indépendant et voir un peu ce que je peux faire, je me suis dit, je vais aller taper un peu dans la porte des écoles de Montpellier pour revenir à la source et voir s'ils ont besoin d'intervenants ou de choses comme ça. Et la première porte que j'ai trouvée, parce qu'il y en avait plusieurs qui sont ouvertes, mais la première qui s'est trouvée s'avère être une école, je crois qu'on a la dernière fois, le nom n'a pas été cité, je ne vais pas le citer non plus. Tu peux le citer si tu veux, mais... Ah ouais, ça me dérange pas de le citer, en tout cas. Vas-y. Voilà, cette école qui était IEFM 3D. Où j'ai rencontré Mandrin par ailleurs. Et voilà, donc c'est une petite école, dans laquelle en fait au départ, mon but était juste d'intervenir très peu, 1 jour, 2 jours grand maximum par semaine, pour venir aider en tout cas au point de faiblesse qu'il y avait dans l'école, qui était vraiment la 3D pour le coup.
Et si bien que il s'est passé quelque chose, c'est que c'est un travail qui m'a vraiment, alors même si le cadre de travail, je vais pas insister là-dessus, mais c'était pas très bon. Enfin, il y a eu pas mal de soucis, mais ça n'empêche que le contact avec des jeunes et transmettre et puis finalement même se donner toujours des défis personnels sur attention, il y a des nouvelles choses, il faut toujours être sûr d'être à jour, et aller piocher énormément de choses pour être sûr de toujours donner le maximum aux étudiants de ce qu'il est possible, au travers de son expérience, puis au travers de la technique et de l'art, bien entendu. Finalement, j'y suis resté très vite, au bout d'un an et demi. Finalement, j'y étais tous les jours, et je suis devenu effectivement le responsable de toute la filière 3D, que ce soit jeux vidéo ou films d'animation dans l'école. Voilà, après, bon, on va dire les choses ont fait que je me suis pas du tout senti à rester là-bas, enfin, voilà, pour plein de raisons. Et que, finalement, par la même expérience que ce que j'avais fait avant avec l'animation, j'ai décidé de créer mon école, à Montpellier toujours. Là, j'y suis depuis un moment, du coup, maintenant. Et qui s'appelait Epic. Donc c'était une très bonne expérience. Ça veut dire que je me suis lancé, des étudiants extérieurs nous ont rejoints, des étudiants ex-étudiants aussi du FM nous ont rejoints, peu importe, et ça a donné quelque chose où en tout cas j'avais les mains libres de pouvoir faire pour une fois en tout cas ce qu'il fallait absolument faire et ce qui n'était pas possible de faire dans l'école où j'étais avant, et très vite de mettre en place plein de choses qui font que ça a très vite bien réussi, vu que les étudiants sortants ont tout de suite trouvé des postes qui sont vraiment très très bons, et puis surtout l'échange, et puis ramener ce qui n'existait pas ailleurs, c'est-à-dire ramener des professionnels dans une école, ce qui n'était pas le cas dans l'école d'avant. Et voilà, et après, voilà, donc aujourd'hui, comme je disais au début, j'ai parlé de brassard, parce que du coup, monter une école, c'est sûr que c'est toujours bien. Après, tout seul, c'est très compliqué, parce que là, pour le coup, je suis tout seul. Enfin, j'étais tout seul, bien entendu, et que j'ai décidé de rejoindre le groupe Brassard qui était en pleine dynamique et on va dire en pleine évolution au travers de toutes les actions qui pouvaient être menées. Et en fait, exactement, je rejoins le groupe EDH dans lequel il y a le groupe Brassard, et dans lequel je continue finalement de diriger mon école, mais au travers d'un groupe qui lui m'assure en tout cas et assure à l'école un avenir bien plus, on va dire bien plus sûr que quand on est tout seul, et que le mois d'après peut être compliqué, même si le mois d'avant va bien. Ouais. Voilà, c'est un peu le résumé le plus rapide que je puisse faire. D'accord. Ah, mais Voilà. c'est super cool du coup d'avoir cette énergie pour transmettre et vraiment faire en sorte de faire passer les connaissances aux élèves. Moi, je sais que c'est un truc qui vraiment me plaît énormément aussi, c'est de transmettre un peu ce que je sais et d'aider les nouveaux, les élèves et tout à avancer et à réussir à créer ce qu'ils veulent, leur donner les outils pour le faire, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est que c'est vrai que moi, par expérience, je sais, après, je peux pas juger toutes les écoles, bien entendu, mais je pense qu'il y a vraiment, il y a le métier de formateur qui est un métier, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont, un peu comme tout le monde, il faut un métier, il faut vivre, il faut de l'argent, il faut des choses, et finalement, on sait faire quelque chose, donc on le transmet et ça devient un travail, et on va dire que ça, c'est peut-être la façon la plus simple. Et après, je trouve que la vraie transmission, elle passe quand même par cette espèce de passion. C'est la même que celle que pour faire de la 3D, pour faire du dessin, faire n'importe quoi, c'est la même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose quand on transmet ou quand on est avec un groupe de jeunes qui fait que, en fait, il se crée exactement les mêmes émulsions. On a envie de faire mieux, on a envie de leur apporter le maximum, on a envie. Et ça, c'est avec, bien entendu, la nécessité quand même d'avoir derrière soi une carrière, ou en tout cas des éléments professionnels à leur raconter, quoi. Ouais. Et pas être toujours que théorique ou que très technique, pas être une doc. Moi, ce que je dis toujours, pour être un bon prof, faut pas être une doc technique, quoi. Faut pas être une documentation, faut avoir d'autres choses à raconter, et voilà, faire naître la passion et l'envie de travailler, en tout cas chez les étudiants, et même l'envie des fois d'être déçu, parce que finalement, quand un prof raconte vraiment bien les choses, ça permet aussi à certains de dire, ah, ça c'est vraiment ce que j'ai pas envie de devenir. Je sais pas, si celui qui a pas envie de devenir animateur ou VFX artiste, ou je sais pas, ou modeleur, ou concept artiste, peu importe, mais ça passe aussi par ça. Au moins, ils se font pas de fausses idées, et voilà. Ouais, carrément. Mais c'est important, oui, d'être vraiment honnête sur la réalité du boulot, quoi. Parce que au final, on n'est pas là pour leur dire mais oui, ça va bien se passer. On est là pour leur dire attention, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer si tu fais pas le nécessaire, quoi. Et surtout aujourd'hui, le métier est vraiment très exigeant sur les profils.
Bah, c'est très prisé hein, comme domaine. Dire, y a combien de lycéens qui veulent faire des jeux vidéo? Il y en a plein, quoi. Ou jouer à des jeux vidéo. Alors, c'est pas pareil. Hein. Ça, on en rencontre beaucoup. Hein. Des gens où, bien entendu, après, on leur explique qu'ils sont pas du tout faits pour venir ici. En tout cas, moi, à Montpellier, je sais leur expliquer. Ailleurs, je sais pas ce qu'ils leur disent, mais non, tu adores jouer aux jeux vidéo, tu passes 10 heures par jour à être un super geek de n'importe quel jeu. Bah, c'est bien, c'est ce que tu aimes faire, mais ça n'a rien à voir avec le métier de créer des jeux vidéo, quoi. Ouais. C'est ça. Ça, c'est souvent le piège dans lequel il faut tout de suite leur dire, en fait, t'as pas compris. C'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo. En fait, le mieux, c'est toujours prendre son expérience personnelle. Moi, je sais que même si la bande dessinée, c'était ce qui était le plus fort, c'est vraiment ce que j'aimais le plus. J'aimais aussi beaucoup les jeux vidéo. Sauf que, bon, moi, déjà, j'ai eu des jeux vidéo assez tard. Et puis, moi, mon environnement familial, enfin, ma mère, c'était 1 heure, tu jouais, puis elle venait débrancher, on n'avait pas le droit de jouer plus. Voilà, il fallait quand même qu'on pareil. passe pas notre dessus. Voilà. C'est toujours marrant, ça. C'est toujours des anecdotes assez sympas parce que, à l'époque, il n'y avait pas les sauvegardes. Donc, quand ta mère vient débrancher ta console et que pour une fois, ça y est, t'arrives toujours au même endroit. Ouais. Et le seum. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que dès que je lâchais la manette, il fallait, je sais pas, ça pouvait être recopié, ça pouvait être réinventé. J'aimais bien, moi, si je prends les jeux vidéo, j'aimais bien prendre les jaquettes des jeux et les redessiner, puis après imaginer d'autres choses derrière et tout. Enfin, il y a vraiment ce processus créatif qui était vraiment pas que d'être spectateur ou juste joueur. Voilà, bande dessinée, alors c'est peut-être bête, mais le moment où j'ai vraiment rendu sérieux mon envie de faire de la bande dessinée, c'est au travers de Dragon Ball, de la série Dragon Ball, le manga, voilà. Parce que, en fait, je devais être jeune ado, je pense, ça doit être par là, le moment où ça s'est arrêté, Dragon Ball Z, et qu'ils ont fait un truc qui s'appelait Dragon Ball GT. Voilà, le truc qui a vraiment déçu tout le monde. Mais moi, en fait, avec un ami qui adorait dessiner, qui lui, du coup, n'a pas du tout continué dans cette voie, je crois qu'il est huissier de justice aujourd'hui. C'est pour dire. Non, mais je sais que dans les autres art talks, vous parliez justement de comment on peut diriger les lycéens et tout, mais ce problème est là, hein, c'est que souvent les jeunes, on leur dit que c'est pas un métier ou que ça va être dur. Enfin, moi, cette période, et du coup, ils faisaient autre chose, même si je pense qu'ils étaient faits pour ça. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, on n'aime pas la fin, donc on va la redessiner. Donc on s'est carrément fait, franchement, on a passé 2 ans à tout notre temps libre à ne faire que ça, redessiner la suite de Dragon Ball Z comme nous on l'aurait voulu, en fait. C'est trop cool. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que pour ceux qui viennent dans les écoles, c'est vraiment ce côté où t'es pas juste joueur, ou t'es pas juste lecteur, ou t'es pas juste admiratif de quelque chose. C'est bien de dire, j'adore aller au cinéma, mais est-ce que ça provoque une envie personnelle de créer quelque chose? Si c'est pas le cas, c'est sûr qu'on leur dit, vous êtes pas fait pour venir dans cette école. Moi j'ai ça, c'est chaque fois que j'arrive pas à finir les jeux auxquels que je commence, parce qu'en fait à chaque fois que je lance le jeu, je me promène et je tombe sur un truc qui est trop stylé et je fais, oh, c'est trop bien, vas-y, ça me donne trop d'idées, je vais ouvrir ZBrush et je vais le sculpter et tout, faire des trucs, et au final je finis jamais mes jeux parce que je finis toujours par m'arrêter et par sculpter un truc avant la fin, quoi. Donc j'avoue, j'ai un peu le même comportement sur les jeux, c'est-à-dire dès que j'ai l'impression que le jeu, ça y est, je suis tombé dans une répétition, c'est-à-dire et qu'il y aura vraiment rien de nouveau, c'est vrai que il y a plus de découverte d'environnement, en tout cas, ou de découverte artistique pour le coup. Et c'est vrai que j'avoue, moi aussi, ça me frustre et je m'arrête assez souvent avant d'aller à la fin, quoi. Et c'est pour ça, il y a vraiment être joueur, c'est pas être un artiste ou être créateur. Non. Après, c'est clair que ça dépend aussi des jeux, parce que pour le coup, par exemple, je pense à Minecraft, parce que Mandrin, toi, tu faisais beaucoup de grandes maps et tout. Là, du coup, c'est un jeu qui est basé où il y a beaucoup d'options différentes et qui peut, entre autres, être basé sur la création. Si les gens aiment faire des jeux dans les jeux, c'est un jeu qui est tellement, en fait, c'est un jeu qui est tellement bac à sable. C'est-à-dire que tu peux tellement en faire ce que tu veux que, effectivement, nous, moi, quand je jouais beaucoup à Minecraft au lycée, c'était vraiment un truc qu'on faisait, c'est que, en fait, je m'en servais pour créer. J'allais jouer à Minecraft, mais c'était pas pour survivre ou pour miner du diamant. Je m'en battais les couilles. Moi, je voulais ton maillot alternatif. Exactement, mais en fait, je voulais construire des trucs et je voulais vraiment fabriquer des choses et inventer des trucs. Et je faisais des dragons dans Minecraft et tout machin.
Et effectivement, Yoni, tu dis c'était mon Maya alternatif, mais effectivement, en fait, je me suis complètement arrêté de jouer à Minecraft au moment où j'ai appris à faire de la 3D, en fait. Parce que j'avais un autre moyen d'exprimer ma fièvre de créativité et je pouvais le faire autrement, quoi. Non, mais clairement, de toute façon, les jeux qui ont après commencé à intégrer cette notion justement de bac à sable, parce que c'était vraiment le terme. Moi, je me rappelle, il y avait un jeu, Might and Magic Heroes, qui, il y en a peut-être qui continue de sortir, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les versions 2, 3, quand ils ont commencé à créer des éditeurs de niveau, c'est très complexe. Vraiment, voilà, c'était vraiment compliqué, mais c'est vrai que la satisfaction à un moment donné de dire je me play et quand je tourne la caméra, enfin quand je regarde ce qui se passe, je passe d'un point à un autre, ça déclenche. Enfin voilà, il y avait vraiment, c'est moi qui l'ai fait quoi. Peut-être avec les assets existants, c'est sûr, mais c'est sûr que à la fin, quand ton temps de jeu est beaucoup plus fort sur l'aspect éditeur que sur le jeu en lui-même, c'est vrai que ça veut dire quand même qu'il y a peut-être quelque chose en toi de créatif quoi. C'est sûr. C'est sûr. Moi, c'était Age of Empires. Pareil, l'éditeur de map aussi. Voilà, ça allait pour faire la map, mais faire les scripts, en plus, à l'époque, sans internet, sans tuto et tout, t'es juste en train d'essayer des trucs au pif. Ah oui, ça c'est vraiment. Enfin, moi, je sais que quand je parlais, c'est toujours cette impression déjà d'être vieux, mais quand je parle avec les étudiants, c'est vrai que ils s'imaginent pas ce contexte de non, mais en fait, t'es tout seul. Ouais. T'as rien. Déjà, tu parles aux gens autour de toi, ta famille, c'est vas-y, tu me parles de jeux vidéo. C'est le beau geek qui n'existait pas encore, mais c'est on te regardait comme ça c'est sûr. Et en fait, il y a pas d'information. Et moi, en plus, comme je dis tout le temps, en plus, moi, je viens de Corrèze où il y a vraiment rien. Enfin, je veux dire, à part des vaches et voilà. donc c'est vraiment, il y a vraiment ce côté débrouille qu'il faut avoir. C'est après, c'est là que tu vois ceux qui sont motivés, hein. Enfin, le truc, c'est moi pareil, quand j'ai commencé la 3D, ma toute première 3D, c'était sur Blender, c'était en 2000, enfin, Blender, c'est bien maintenant. En 2008, non, mais... Blender, c'était pas ça, hein. C'était moi, j'ai commencé Blender en 2010, je crois, un truc comme ça. Juste quand il y avait Cycles qui arrivait. Moi, c'était la fête, hein, mais... C'est vrai qu'une fois que c'est le côté, comme tu disais, genre tu peux construire genre des assets, mais genre si jamais tu veux un mur de pierre et que tous les trucs ils ont pas les murs de pierre comme tu veux, tu t'en fous, tu le dessines à côté, tu le mets en truc et tout, genre tu découvres les bump mapping puis les normal mapping puis t'es là genre, ah yes. Mais le truc c'est moi j'ai passé des heures et des heures dans Blender alors que je savais juste créer des objets, bouger des vertex. C'est tout ce que je savais faire. Et c'est tout en fait. Attends, on te donne 3 bâtons et un caillou, tu fais des trucs de ouf quoi. De ouf, je sais pas, mais oui, je me souviens d'avoir été sur la plage avec Anaïs justement. Et, c'est vrai, exact. Et on a fini par faire un concours de celui qui empilait le plus de cailloux les uns sur les autres, quoi. Enfin, voilà, moi quand je suis à la plage, je fais des châteaux de sable et je suis entièrement d'accord. C'est vraiment ça. Moi, je suis le seul à être, et encore aujourd'hui, finalement, je suis à la plage, je suis le seul à rester avec des gamins s'il y en a, parce qu'on fait des châteaux de sable. Parce qu'on fait, alors ils sont un peu plus, ils sont un peu plus élaborés que juste avec des seaux. Mais ça n'empêche que c'est vraiment le moment à la plage que je préfère, ça c'est sûr. C'est vrai. Et c'est là que tu vois en fait à quel point c'est fort la créativité, c'est que t'arrives à créer avec n'importe quoi en fait. C'est ça. Et après, je pense que il y a aussi ce côté dans ta vie, il faut qu'il arrive des choses qui réveillent, qui réveillent ça. Je sais que moi, c'est peut-être, c'est une anecdote de vie plus personnelle, mais moi, il y avait pas trop de bande dessinée chez moi parce que ma mère aimait pas du tout ça, et enfin, c'était pas du tout son truc, quoi. Et un jour, mon beau-père, parce que mes parents étaient divorcés, c'est en fait chez le père de mon beau-père, donc ce qui était mon grand-père, moi je considérais comme mon grand-père. Un jour, chez lui, il y avait une collection de bandes dessinées, mais il y en avait peut-être 200 ou 300. C'est vraiment des vieilles bandes dessinées. Enfin, il y a vraiment toutes les bandes dessinées. Voilà, franco-belges qu'il peut y avoir. Enfin, et du coup, en voyant que j'aimais ça et que lui, il lisait plus, il m'a tout donné. C'est-à-dire qu'un jour, quand c'est eux qui sont venus en Corrèze pour nous voir, il m'a amené toute la collection, enfin quasi toute la collection de bandes dessinées qui s'est retrouvée dans ma chambre. Et c'est peut-être bête, mais s'il se passe pas ça, je sais pas ce qui serait. Alors, peut-être qu'il serait passé quand même d'autres choses, mais voilà, c'est des moments comme ça, c'est marrant. Il se passe des choses comme les Disney, c'est peut-être bête, mais mes sœurs qui regardaient à tout va les Disney. Alors du coup, ma mère avait une amie qui avait tous les films.
Du coup, c'était en VHS, donc on les dédoublait à l'époque, on s'appelait dédoubler, ce qui était le début du piratage quelque part. Faut dire les choses. Donc t'achetais une VHS vierge et puis tu dédoublais le film. Et on s'est très vite retrouvé avec toute la collection de tous les films. Et là, c'est vrai, y avoir un accès de voir des choses et on sent que ça réveille des choses en soi. C'est-à-dire, là, c'est un monde, c'est quelque chose qui me parle. Et enfin voilà, ça réveille quelque chose. Et après, c'est garder la conviction qu'on est fait pour ça. Parce que c'est vrai que je vous entendais parler dans les autres art talk, là, c'est vraiment ça. Moi, je sais que si j'ai eu de la chance au lycée, mes 2 dernières années de lycée, j'ai le prof d'art plastique qui a changé. J'avais un prof d'art plastique très traditionnel, très art plastique, même si j'aimais beaucoup. Et après, il y en a eu un nouveau, qui s'appelait Monsieur Kirouche, je sais même plus son prénom, et qui lui était au contraire beaucoup plus illustration, même s'il enseignait de l'art plastique, mais qui savait vraiment bien dessiner. Et quand j'expliquais le projet de l'école que je voulais faire en Angoulême et tout, c'est lui qui m'a dit non mais écoute pas les autres, parce que moi on me disait clairement à cette période c'est pas un métier en fait, mais c'est vraiment avec une affirmation. Non mais faire des bandes dessinées ça n'est pas un métier. Il y a des écoles, il y a des gens qui en font visiblement, ça s'achète, mais c'est pas un métier. Ah non, moi c'était clair, c'est-à-dire que ça faisait moi cette période, c'est non on ne comprend pas ce qu'il veut faire et lui a été le seul à me dire non t'inquiète, je vais t'aider à préparer le concours parce qu'il est compliqué. Et puis si c'est un métier et puis c'est surtout ce côté de dire de toute façon on a assez de temps pour essayer des choses, les rater, en faire d'autres et c'est peut-être bête, mais c'est toutes ces soirées que j'ai pu passer très tard parce qu'on quittait le lycée, il y avait plus personne toujours, je me rappelle. Mais c'est cette personne-là, c'est marrant, c'est pour ça que les orientations d'un lycée, moi aujourd'hui, si je vais dire un truc, c'est vraiment ce qui est le plus mal fait. Et je pense encore aujourd'hui, les gens sont encore un peu paumés, alors qu'aujourd'hui, quand même, c'est facile de bien connaître les choses et de savoir que c'est des métiers et d'expliquer. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, les jeunes ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qu'ils ont peur. C'est les parents qui sont un peu décideurs la majorité du temps. C'est ça. Et en fait, c'est les parents à convaincre, sauf que les parents, personne les informe. C'est-à-dire que les jeunes, eux, ils savent, mais les parents, eux, ils ont peur, quoi. Ils ont peur et c'est vrai que c'est fou parce qu'à l'heure actuelle, quand même, ça devrait pas. Ça casse leurs projets et leurs rêves, mais après, d'un côté, on comprend aussi les parents qui veulent que du bien pour leurs gamins et qui gagnent leur vie. C'est vrai que le dessin, c'est un peu nébuleux pour beaucoup de gens. Ouais, et après, malheureusement, il n'y a pas de sécurité absolue et quelqu'un qui est en CDI dans une boîte avec un job de bureau classique et qui a l'air très stable et tout, même chez un géant et tout, peut se retrouver du jour au lendemain au chômage et à pas avoir d'embauche autour de chez soi et ce genre de trucs, quoi. Ça, c'est malheureusement, même si on essaye toujours de tout faire pour se protéger, c'est vrai que parfois, on peut se demander, est-ce que c'est bien d'avoir à tout prix cette protection qui, de toute façon, est illusoire, ou est-ce que, finalement, on peut pas essayer d'encourager aussi C'est vraiment ça. C'est cette illusion que le CDI est une fin en soi, que c'est bon, j'ai un CDI et c'est fini. Et il y a aussi ce rapport à l'argent qui est, j'ai l'impression, en fait, c'est moi ce que j'explique aux jeunes et devant leurs parents, c'est dire aujourd'hui le luxe, c'est bon, on a passé quand même l'époque où il faut un métier et être super bien payé, ça arrivera, ça doit arriver, tant mieux, mais c'est que si c'est ce que une personne recherche, de toute façon, elle arrivera à le trouver si elle se débrouille bien. Mais le vrai luxe, je dis, c'est au moins déjà de faire le métier qu'on a choisi et qui nous parle, quoi. Il y a pas d'autre luxe aujourd'hui. Il vaut mieux se lever, être content tous les jours et tant pis si c'est pour pas trop d'argent, plutôt que à 40 ans faire une déprime, faire un burn-out et se mettre une corde autour du cou, quoi. Et ça, mais c'est dur, hein, ça a du mal encore quand même. Complètement. Les parents, moi, j'ai reçu des étudiants en concours pour l'école avec vraiment des dossiers artistiques, mais des trucs, waouh, c'est vraiment cette année, il y a vraiment de très belle surprise. Et en face, il y a, moi, je voudrais faire ça, mais si je fais pas ça, ça sera une prépa maths ou des trucs comme ça, en fait, tu vois. Je dis, ah oui, ça n'a rien à voir, oui. Et puis quand on reçoit, je suis heureux d'être ami, mais j'ai fait le choix de la prépa maths, on a discuté avec mes parents et tout. C'est vrai qu'on a envie de s'initier dans leur vie, de dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Est-ce que vous êtes sûr que votre gamin aime les maths? Et en plus, une prépa maths, c'est quoi le dessin derrière? Est-ce que ça va pas juste être un moment qui va le briser? Parce que les parents, toujours, ils disent, oui, je vois qu'il aime bien dessiner depuis qu'il est petit, que ça lui plaît, mais est-ce que pour autant, il faut qu'il aille là-dedans? Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il doit devenir ça? Et c'est ce contrôle. C'est vrai, des fois, c'est dur, hein, les parents, des fois, il faut rester diplomate, il faut rester calme, bien entendu, mais des fois, on a envie quand même de les secouer, de leur dire, non, mais, puis laisser le faire, quoi, en fait. C'est ça, c'est compliqué, en fait, de dire aux parents qui, eux, veulent que le meilleur pour leurs enfants, hein, mais de leur faire comprendre que s'ils gagnent pas 4K par mois, ça va aller, en fait. Et puis même, en plus, il y a des gens qui vont faire des études, prépa maths et tout, qui vont se retrouver à faire des jobs où, genre, même sans faire prépa maths ou quoi, genre, bon exemple, le BTS MUC,
les gens ils vont se retrouver à se lever à 5h du mat pour aller ranger des produits sur des étagères, ils vont pas être super heureux. Alors que derrière, ils auraient pu faire un truc de dessin et ils auraient pu se retrouver à gagner 4K par mois parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de travail en fait. Genre, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, mais il y a beaucoup de travail dans tout le domaine du divertissement. Et il y a des gens, quand ils n'ont pas peur de déménager, de bouger de pays, etc., et qu'ils en ont l'occasion, il y a des gens qui peuvent vraiment très bien s'en sortir, etc. C'est pas la voie où d'office va falloir apprécier les pattes et pas trop d'autres trucs, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que les parcours sont toujours. Là, ce que j'aime bien, c'est, je pense que vous aurez toujours là, sur votre podcast, c'est le parcours de tout le monde est toujours assez particulier et se ressemble et à des variantes, mais c'est vrai qu'il y a toujours on va dire les mêmes têtes, les mêmes choses qui ressortent sur au départ cette mauvaise information ou pas trop savoir ou l'impression d'atterrir à un endroit un peu par chance ou en fait non, c'est des choses doivent se faire de temps en temps, mais oui, il y a une partie de chance, mais c'est le fait d'avoir tellement poussé pendant des années dans une direction qui fait que le moment où la chance arrivait, il y avait quelqu'un qui était là pour la saisir, quoi. Exactement. En fait, on se retrouve jamais à un endroit vraiment par hasard. C'est toujours ça. Même pour les étudiants, quand on en discute, tous ceux qui, à chaque fois, fin d'année, dès qu'ils trouvent un poste, alors il y a ceux, pas de souci, ils ont un truc un peu classique, ils ont bien fait leur truc, ils ont postulé, ils ont eu un entretien, puis ça se passe bien. Puis il y a ceux de temps en temps où, au travers, je sais pas, on parlait du festival d'Annecy ou choses comme ça, j'ai eu de la chance en fait, j'ai pu parler à cette personne, puis en fait, si t'es là, déjà, c'est pas par hasard, c'est au festival d'Annecy. Toute la France ne se balade pas au festival d'Annecy, il faut être quand même un minimum, et surtout dans le MIFA, il faut quand même être un minimum concerné par certaines choses pour y être. Donc ça veut dire, ça arrive pas vraiment par hasard. Si t'es là, c'est pas pour rien. Et ça tombe rarement. Après, c'est que des fois, on se rend pas compte à quel point on est fait pour quelque chose. Et c'est une personne en face qui va vraiment nous le faire découvrir. Moi, je pense que c'est ce qui se passe à certains étudiants. Toujours ils ont un peu le doute. Est-ce que j'ai le niveau? Et puis c'est dès qu'il y a vraiment une personne en face qui répond, dit, ah oui, j'aime ce que vous faites et vous allez pouvoir commencer avec nous et qui commencent leur premier job et là c'est ça, ils prennent cette confiance de je suis fait pour ça, quoi. La personne en face, là c'est évident, c'est plus l'école qui me le dit, c'est plus moi qui hésite, c'est quelqu'un a besoin de ce que je sais faire, quoi. C'est ce que je dis, c'est que c'est parfois difficile aussi quand t'es étudiant, tu fais tes études, tu travailles et autour t'as les profs qui te disent c'est bien, t'as les gens avec qui t'es en cours qui te disent que ça va et tout. Mais en vrai, au final, tu sais pas parce que tu t'as aucun retour vraiment de l'extérieur. Et en fait, c'est ce que moi j'ai pas mal vécu, c'est en fait t'avances, tu bosses, tu sais pas où tu vas. Et en fait, c'est comme avancer dans une pièce toute noire, genre sans lumière. Et le moment où tu trouves l'interrupteur, c'est le moment où t'as un travail, en fait. Genre, t'es là, t'avances, t'as tâton, tu sais pas où tu vas du tout, et le moment où tu te dis, ah bah si, j'avançais bien dans la bonne direction, c'est le moment où on te rappelle et qu'on te dit, on vous prend, quoi. Ça, et la preuve que c'est toujours un peu fébrile, c'est les étudiants, finalement, en fin de cursus, ce qu'ils ont le plus de mal, c'est à faire les choix et les bons pour leur book, en fait. Quand ils ont vraiment tous leurs travaux et tout ce qui, je mets ça, tu crois, mais t'as pas, et des fois on leur dit, mais ça, tu l'as pas mis? Non, je sais pas, tu crois que ça, mais en fait, il y a vraiment cette, tant qu'il n'y a pas le premier job qui sort, ils n'ont pas encore conscience vraiment de ce qui fait qu'il y a de la qualité dans ce qu'ils font. Ou c'est vrai que il y a vraiment besoin de les diriger quand même un minimum. Le truc c'est que tant que t'as pas vu vraiment de tes yeux les contraintes et le monde professionnel, en fait, tu sais pas vraiment ce que le monde professionnel justement attend de toi. Et tu sais pas en fait ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. On te l'a dit, mais tu sais souvent c'est t'es en cours et en tant que prof tu te dis ça c'est important parce que tu sais que c'est très important, mais les élèves eux, ils ont juste entendu ouais bon bah ça c'est important, mais est-ce que c'est plus important ou moins important que le reste, je sais pas. Alors que c'est un truc, c'est essentiel en fait, mais c'est compliqué aussi, en tant que prof d'ailleurs, de faire passer les trucs qui sont vraiment beaucoup plus importants que les autres, etc. Et ouais, en fait, le truc c'est qu'on leur dit, mais en tant qu'élève, c'est difficile de savoir quel niveau d'importance accorder à quelle partie du portfolio et de la discipline qu'ils sont en train de mettre en pratique, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu
tu sais qu'il y a des choses qui sont bien parce que voilà, mais tu sais pas si c'est vraiment bien, si c'est juste bien ou si c'est moyen plus quoi. Et puis il faut que ce que tu aimes à l'intérieur soit à l'image de ce que tu aimes faire aussi, parce que c'est ça, carrément, c'est aussi la raison pour laquelle tu es recruté quoi. Il y a des étudiants, c'est vrai que dans toutes les matières ils font des trucs cool. Mais le truc pour lequel ils sont faits, c'est un truc bien particulier. Et même si quand ils font du concept ou je sais pas ou des choses, ils ont des trucs bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils aiment le plus. Or, on va les recruter pour. Enfin, ça se sent. Ils seront recrutés. Il faut qu'ils mettent en avant ce qu'ils aiment le plus. C'est toujours parce que ça, c'est ce que doit détecter le recruteur. C'est t'aimes les dragons, il y a que des dragons. Bah c'est cool. On a de la prod où il y a des dragons. Montre pas autre chose si c'est ce que t'aimes. Quoi. Tu vois, je résume un peu, mais c'est un peu ça. Quoi. Et des fois, ça fait peur parce qu'on se dit, ouais, mais je vais peut-être rater des opportunités, etc. Et t'es là, genre, ouais, mais est-ce que ces opportunités, en fait, tu les aurais eues de toute façon si tu présentes un truc que t'as un peu moins bien fait parce que t'as pas autant aimé? Et en plus, est-ce que de toute façon, tu vas réussir à tenir le coup pendant des mois ou des années à bosser sur ce type de truc si, en fait, t'aimes pas tant que ça, quoi? Bah ouais, c'est sûr. C'est exactement ça. Non, ça sert à rien de se tuer à faire un truc que t'aimes pas. Enfin. J'ai un pote, j'espère qu'on pourra l'inviter, mais lui, il fait vraiment des modés super cool, super détaillés et tout. Et dans son portfolio, il a mis un peu de poils et de cheveux. Et il s'est retrouvé non, mais c'est ça, il s'est retrouvé à être groom artiste, en fait, et au final, ça lui plaît moyen, mais bon, voilà, en même temps, oui, alors, enfin, ça lui paye sa bouffe, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il aime, tu vois, alors... En fait, c'est que c'est une période où c'est dur de voir sur le long terme. Parce qu'en fait, il y a besoin de travailler tout de suite, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur de se dire qu'un choix, moi, ce que Mandrin, tu le sais bien, c'est l'étiquette, c'est toujours dire attention, votre premier job sera une étiquette qui va se mettre, qui va se coller à vous. Carrément. Et dites-vous que pour la décoller, ça prend du temps. Ou pour la décoller, ça veut dire que tout ce que vous aurez fait, faut l'enlever. Il faut repartir comme de zéro, quoi. C'est exactement ça. Et moi, j'ai des étudiants qui sont sortis il y a 2 ans, qui justement ont dit, faut que je démarre, avaient peut-être pas envie de faire. On a une année de spécialisation, de faire par exemple l'année de spécialisation, des choses comme ça, et qui ont dit bon je me donne 1 an, 2 ans d'expérience et on verra bien, et qui arrivent me voir en disant bon. Effectivement, là, je suis collé à un type de profil, c'est plus celui-là. Enfin, j'ai pas envie de le faire toute ma vie. Et du coup, quand je démarche et que je montre ce que j'ai fait, on me dit que ce que je montre, par exemple, c'est trop de la série. Par exemple, si je prends les animateurs, et que si je veux travailler pour du long, il faut d'autres choses à l'intérieur. Et qui sont capables de faire d'ailleurs au passage, mais qui n'ont pas, et qui n'ont pas dans l'expérience pro. Donc c'est vraiment retour arrière sur avant même l'expérience pro et tout. Faut tout refaire. Et donc c'est pas simple. Ça c'est vrai que le premier poste, tout le monde est attiré par le premier. Ah ça y est, j'ai un job, donc il faut que je fonce dessus. Mais il faut quand même s'il est vraiment trop loin de ce qu'on a envie de faire toute sa vie, il vaut mieux des fois, quitte à perdre 6 mois, tant pis. Parce que moi ce que je dis à tout le monde, je dis des fois entre une opportunité et une autre, on va dire sûr de recrutement, il peut se passer 6 mois, il peut se passer 1 an, il peut se passer. Mais il faut faire attention, ça c'est sûr. C'est clair que. De toute façon, rien n'est simple pour le coup. Ouais. Après, il y a toujours moyen de se refaire un deuxième portfolio en parallèle en se faisant des projets personnels, etc. Mais c'est beaucoup d'énergie. Le truc, c'est que c'est de l'énergie, puis t'as ton travail à plein temps, et en plus, le soir, tu rentres, t'es claqué, il faut que tu produises aussi de la qualité pro sur l'autre truc. Donc, c'est long et tout, mais c'est pas radical, genre si jamais tu t'es trompé de voie, c'est fini. Mais c'est vrai que ça reste toujours un petit peu diminuer l'inertie de ce premier chemin pour pouvoir réorienter, c'est toujours un peu d'effort, quoi. En fait, c'est ça, parce que à l'école, forcément, il y a justement, pour reprendre l'inertie, il y a vraiment cette énergie qui est mise, et vu que chaque étudiant est suivi, qui fait que ça décolle. Et après, une fois qu'on est tout seul, c'est sûr qu'une fois qu'on est tout seul et qu'on doit trouver l'énergie seul de faire des choses pour son portfolio et tout, et de coller à une nouvelle attente professionnelle, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut le temps. Il faut l'envie, parce que c'est sûr, si je reprends l'animation, quand tu as animé toute la journée, que tu rentres, il faut que tu continues d'animer d'une autre façon pour ton book. C'est peut-être. C'est épuisant. C'est épuisant. Et puis il y a aussi le côté de finalement le temps il passe vite, puis finalement il faut dire la réalité des choses. Bon,
c'est toujours se dire, j'ai quand même les étudiants, enfin les jeunes pros plutôt, c'est bon, j'ai quand même un poste, je suis payé, j'arrive à vivre, donc après tout, est-ce que je suis si pressé que ça? Puis en fait, des fois, il se passe 2 ans, 3 ans, et très vite, c'est oh là là, et ça, c'est le plus dur. J'en ai des toujours en plus la collègues, vie personnelle qui peut venir prendre le pas, parce que c'est normal, c'est quand même pour ça qu'on vit. C'est exactement. J'en ai des collègues, ils étaient là genre ouais bon j'ai pris ça au début et puis bon ça fait 10 ans que je suis là mais voilà c'est en fait ils disaient qu'ils allaient changer et au final en fait ils ont fini par ne pas le faire quoi. Oui, donc parce moi, que dans tous les cas, c'est pas un mal, c'est pas grave. Voilà, si t'es heureux dans ta vie et qu'à côté tu fais ce que tu veux, t'es quand même dans un secteur que t'as choisi et tout. Mais c'est vrai que si ça rend malheureux, il faut très vite corriger le tir. Ouais. Bah, tant que ça te plaît et que au final c'est pas si pire que ça. On va dire si toi ça te va, c'est pas un problème quoi. Dire moi je fais des décors à la base, je veux faire des persos. Ça fait 4 ans que je suis au décor maintenant. Là ça commence à bien me taper sur le système, mais ça va, je m'amuse encore au travail. Mais je sais que je ferai pas ça tout le long et d'ailleurs j'ai déjà annoncé au boulot que après la prod sur laquelle je suis, je voulais plus faire du décor quoi. Et c'est un gros saut dans le vide hein, qu'il faut être capable de prendre cette décision là et d'aller jusqu'au bureau des RH et dire écoutez moi je suis plus là pour faire du décor à partir de la fin du projet et oui, puis il faut être un minimum, il faut calculer aussi un tout petit peu dans le sens où c'est vrai que t'aurais pas fait ça au bout de 3 mois par exemple. Non, là, carrément ce que je veux dire, c'est que là, l'expérience que tu as dans ton CV, forcément, au pire, tu retrouveras autre chose dans ce que tu fais déjà. En fait, il y a toujours petit à petit les choses se font. Il y a plus d'opportunités et moins de risques, mais c'est quand même pas simple. C'est sûr qu'au moment où c'est quand même pas simple. Non, en fait, il faut sauter dans le vide, c'est bien, mais faut quand même savoir qu'on peut se rattraper. De sauter dans le vide en ayant un parachute, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, quelle que soit la forme du parachute. Hein. Et après, juste que j'ai oublié tout à l'heure, je voulais juste finir sur un truc, les profils des candidats pour les écoles. Alors, il y a un truc aussi qui est assez incroyable, c'est il y en a quelques-uns, des étudiants qui du coup ne continuent pas leurs études, des gens qui sont vraiment des surdoués, voilà, des surdoués artistiques, quoi, mais qui ne sont pas faits pour appliquer leurs dons. Je crois que je vois de qui tu parles. Pour du pro, c'est-à-dire avec une commande, avec des deadlines, avec des règles, avec des. Et ça c'est vraiment ce qui est terrible. Il y en a. Il y a des gens, ils veulent juste que ce soit leur hobby et c'est tout. Ouais, et c'est très bien, mais c'est vrai que c'est trop surprenant quand c'est des gens qui sont bien meilleurs que toi et t'es là genre pourquoi t'es sûr t'as pas envie de bon d'accord. Ah oui, moi c'est enfin bon, ça c'est déjà arrivé quelques fois. Il y a vraiment alors là c'est la frustration, elle est même pas pour eux, elle est vraiment pour nous en fait, pour les gens autour. C'est dire mais tu es fait pour ça, tu es l'élu quoi, tu es fait, tu peux pas faire autre chose de ta vie, c'est pas possible. Mais en fait ils te disent non mais en fait là je le vois dès qu'on me demande de faire un truc que je n'ai pas choisi, dès qu'il y a une date, dès que voilà je le fais pas. Ils ont pas envie quoi, même si je sais faire en fait ils disent presque finalement je sais faire c'est pas de ma faute quoi, c'est presque qu'ils s'en excusent. C'est ça. Et ça c'est vrai que c'est fou parce que c'est dommage. Ouais, mais après c'est vrai que du coup par contre c'est très bien d'être capable de se rendre compte que mais en fait non ce sera pas pour moi quoi. Oui. Ouais. C'est forcé en étant triste et malheureuse. C'est dommage. C'est sûr, parce que surtout quand tout le monde te dit t'es fait pour ça. Oui. C'est sûr que là il y a un autre problème, mais c'est vrai que c'est marrant. Le truc c'est quoi, c'est dommage oui et non en fait, parce qu'au final toi tu trouves ça dommage parce que toi de ton côté tu as cette capacité à prendre les consignes, à les mettre en application et peut-être même que ça te plaît de faire ça. Moi je sais que quand on me demande un maillage spécifique ou des contraintes particulières, je prends ça comme des petits défis, ça m'amuse bien. Je sais que il y a des gens, ils sont pas du tout faits pour ça et eux ça leur plaît pas. Et au final non, c'est du coup moi en tant que personne qui aime bien ça, j'aimerais avoir leur créativité, pas dire leur talent parce que j'ai horreur de ce mot, mais leur capacité à leur capacité graphique pour justement pouvoir les mettre encore mieux en application dans mon boulot. Mais
eux, en fait, c'est pas ça qui les intéresse, et bah tant pis quoi. C'est tant pis. Après, voilà. Ah non, mais tant mieux pour eux s'ils savent que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, Ah oui, bon, ils évitent de s'infliger du mal ou j'ai pris ma force et tout ça. Mais c'est pas la peine de venir nous narguer, quoi. Non, mais c'est frustrant quand même de notre côté en voyant que ils pourraient tellement apporter à la communauté artistique et que ils gardent ça pour eux finalement parce que ils savent qu'ils sont pas capables de tenir dans la durée, quoi. Du coup, oui, c'est quand même dommage, mais bon. Ouais. C'est dommage pour l'art, on va dire, au sens large. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, mais bon, après, c'est sûr que c'est bien pour la personne de s'en rendre compte, quoi, et de pas. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est mieux. Ouais. Contrairement aux gens qui continuent dans le dessin pendant longtemps, qui plus ça va et plus se rendent compte qu'en fait ils sont pas faits pour ça, mais ils ont que ça comme issue, il faut qu'ils le fassent quand même, et en fait. Ouais. Plus tu prends des années dans une direction et plus tu te dis non mais je vais pas changer d'avis maintenant, genre ça ferait. C'est exactement ça. ça. Alors, en fait, il n'y a pas d'âge pour se changer de voie. Hein. En fait, ça a pas mal existé quand même. On va dire à l'époque avant justement d'animation plus traditionnelle avec les intervallistes ou autres, où justement il y avait vraiment des gens qui au départ sont un peu doués, ils ont le sens quand même, ils ont le sens artistique, ils savent tenir un crayon et ça le fait plutôt bien. Et après c'est vrai qu'on leur apprend juste vraiment la méthode de travail et moi je sais que pour avoir discuté avec beaucoup de gens après, surtout la période où j'avais mes projets. Et des anciens qui disaient non mais en fait je suis parti parce que j'étais un petit robot en fait, c'est-à-dire surtout chez les intervallistes à l'époque, même quand il y avait Disney en France pour les productions de séries ou pour les versions 2-3 des films, des choses comme ça, où vraiment en fait il y a cette sensation en fait moi c'est ce que je retrouve chez ces espions là, sauf qu'ils le sentent avant, c'est bon finalement on m'a mis cette case là, j'étais fait pour ça parce que je pouvais le faire et puis je le faisais quand même petit robot, puis j'y prenais vraiment aucun plaisir à la fin et après ils ont décroché et fait d'autres choses et qui n'ont plus rien à voir, c'est-à-dire qui sont peut-être plus dans d'autres métiers ou toujours artistiques, mais et je pense que ça leur évite ça en fait à ces jeunes-là, c'est-à-dire ce côté où tout le monde leur dit t'es fait pour ça, c'est bon, ça va le faire, t'auras un métier et tout ça, puis ils sont au moins très vite, c'est sûr, ils se rendent compte non bon tant pis, c'est pas pour moi. Après c'est ouais. Bon voilà, c'était la petite parenthèse pour ce type de profil là auquel on peut aussi penser. Ouais. Moi je me dis, alors moi je prends toujours quand je les vois en fait, c'est que je pense toujours à une personne quand j'étais jeune, l'amie à ma mère pour le coup qui nous faisait les doublages des films Disney, qui était vraiment douée, mais vraiment, et qui faisait chez elle pour ses enfants les murs et les repeignait en blanc, puis elle faisait des énormes fresques avec des portraits de gens de sa famille mélangés à des persos de n'importe quel, avec une qualité et toujours cette personne, je me dis pourquoi elle a pas essayé de faire carrière là-dedans, elle était faite pour ça, enfin chez elle c'est rempli que de ça, puis finalement je me dis c'est une artiste pour sa famille et puis point, finalement c'est pas plus mal si c'est comme ça qu'elle est heureuse. Oui, voilà, c'est juste qu'elle est pas dans une prod, mais elle fait quand même des choses. Donc je me dis c'est bon, je me rassure en me disant ils continueront de dessiner, de faire des illustrations, de faire des choses comme ça, mais dans un autre cas. En y prenant plaisir, voilà. Alors que ils auraient peut-être été dégoûtés en faisant trop, quoi. Exactement. Ça c'est sûr, c'est important. Ouais, puis j'ai le côté inverse où j'aime beaucoup les sciences et tout, je trouve ça vraiment très intéressant, la chimie, la biochimie, même niveau quantique et tout, mais pas plus d'une fois de temps en temps. C'est ça. J'aime vraiment beaucoup pousser, comprendre les choses, mais vraiment quand j'en fais tous les jours, j'ai juste c'est pas possible, je vais mourir. Ouais, du coup je me dis c'est l'inverse. Et puis par contre pareil, moi j'étais vraiment très très forte en maths et très naturellement, j'avais pas besoin de faire mes devoirs pour avoir 20 de moyenne au lycée, et c'était un peu ridicule. En seconde, après ça s'est baissé, il fallait que je bosse, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, pour mon beau-père en particulier, c'est du gâchis, quoi, mais et je suis pas naturellement talentueuse au dessin, mais vraiment c'est plus important, je pense, d'être heureux, quoi, dans ce qu'on fait. Ah oui, complètement. Oui. Tous les jours. Complètement. Et puis après, c'est le travail qui amène aussi à un certain niveau. La notion de travail, elle est importante. C'est sûr. C'est les parents, justement, si je reviens dessus, il y en a beaucoup qui ont encore ce cliché de non, mais pour faire ces métiers, il faut être un sûr. Voilà, c'est inné, il faut être un sûr de au départ. Nous, quand on regarde ce qu'il fait, c'est joli, mais on n'a pas l'impression. Alors, ils démontent leur gamin comme ça devant, alors qu'on leur dit, vous savez qu'après, il va venir passer son concours et tout. Enfin, faut essayer d'être quand même positif en faire votre concours, je sais pas. Et on l'a su que fait, mais en fait, sur les gens qui ont un talent inné et qui de suite sont des surdoués et tout,
qui finissent vraiment dans le monde professionnel, il y en a peut-être 10%, pas plus, c'est parce que les autres font autre chose justement, parce que c'est inné, mais c'est pas forcément là-dedans qu'ils ont envie d'aller. Et les autres sont les gens qui ont quand même cette envie créative, bien entendu, qui sont des créatifs, et qui par le travail vont vraiment aller dans la direction qui leur plaît le plus, quoi. Non, puis c'est surtout que quand un gamin qui est au lycée en terminale et qui veut rentrer dans une école, forcément en terminale, évidemment, tu vas pas dessiner comme Mobius, quoi. Genre, t'es en terminale, tu vois. C'est normal. Et puis, puis les études, elles vont servir aussi justement à améliorer ces capacités-là et à améliorer les capacités en dessin, en volume, en 3D et tout ça, mais c'est normal de pas être une bête au lycée, tu vois. Enfin... Ouais, c'est sûr. Puis après, c'est que des fois, ils confondent un peu. Moi, ce que je trouve juste un peu dommage encore aujourd'hui, c'est pour ça, quand ils viennent à des portes ouvertes ou des trucs comme ça, il n'y a pas que le dessin. C'est vrai que il y en a qui amènent des boucles photos, enfin... Ah, tu vas montrer tes photos Instagram? Ben oui, en fait, heureusement, il y en a des jeunes qui tiennent tête un peu à leur parent, qui disent, bah oui, c'est ce que j'ai envie de montrer, en fait, donc je vais lui montrer. Et par contre, qui derrière ont un regard sur les choses au travers de ce qu'ils font, où on se dit, waouh, c'est pas avec un crayon, mais c'est pas, voilà, quand il prend une photo, c'est pas juste, il a un coup de bol, quoi. Il a vraiment un œil graphique. Voilà, c'est ça. Bah, c'est de la composition ou des lumières, des couleurs. Moi, c'est dans mon book pour rentrer à l'école, j'avais mis mes trucs que je faisais sur Minecraft, justement. Bah ouais. Bon, je sais pas si la personne qui m'a fait passer mon entretien à l'école peut être qualifiée de valable au niveau feedback, mais oui, ça fait partie des choses que moi aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu pris plus de bouteilles et que je suis capable de voir un portfolio d'étudiants, ça fait partie des trucs que moi j'aimerais bien voir dans un book, en fait, d'un élève qui veut rentrer à l'école, quoi. Oui, bien comprendre que l'école, en fait, ça va pas être scolaire, ça va être pour faire quelque chose qui est vraiment une vraie passion dévorante, qu'on a envie tellement de pousser plus loin avec de l'aide, jusqu'à pouvoir en faire ça tous les jours. Et il faut bien gagner des sous pour acheter à manger, donc quitte à faire ça tous les jours, autant faire un travail, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est sûr que le côté scolaire, ils comprennent pas qu'il faut le retirer, parce que ça, c'est franchement... peut-être pas une fois sur deux, mais presque. Ils font leur portfolio, puis c'est des choses qu'ils ont fait avec des profs de dessin ou dans les cours ou dans des prépas artistiques qu'ils ont déjà fait ailleurs ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, on en vient toujours à leur demander, bon, après, est-ce que tu as des choses à toi? Ah oui, mais je comptais pas les montrer, ça fait moins pro, enfin, ça fait moins sérieux. Mais pourquoi non? Et là, en fait, quand ils nous montrent leur truc, alors déjà, c'est un univers, toujours un horizon complètement différent. C'est-à-dire, et là, on découvre vraiment la personne, et puis c'est surtout toujours de meilleure qualité, en fait. Tu veux dire que ta passion, c'est pas de dessiner des corbeilles de fruits? C'est exactement ça. Et ça, c'est fou. Et après, moi, ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est je trouve que les parents devraient vraiment les laisser, parce que la majorité du temps, ils les aident pas. Au contraire, ils sont... C'est eux qui font le choix pour leurs enfants. Moi, le nombre de fois, ah non, t'as amené, tu montreras ce carnet, mais pas celui-là. Hein. On t'a dit celui-là, tu le montres pas. Mais arrêtez. Elle montrera ce qu'elle veut, en fait. Mais moi, c'est un truc que j'aime bien voir aussi, c'est quand justement quelqu'un qui voulait créer des choses, mais qui avait pas forcément les moyens qui voulait par exemple faire du volume et tout, et qui avait pas forcément les moyens de s'acheter de la... Mais qui savait pas comment le faire. Qui savait pas comment le faire, et qu'il a trouvé son propre moyen de faire ça, tu vois. Ah oui, moi je l'ai raconté, hein. Une fille qui est venue justement, qui adore le volume et qui justement, en fait, a fait un mix de trucs qu'elle aimait et de trucs. Et en fait, elle prenait des feuilles, elle les découpait, puis elle les collait toutes par superposition, une par une. Et à la fin, ça donnait un volume, sauf qu'elle en avait plein. Mais c'était incroyable. Elle me les a posés comme ça sur le bureau, le d'un côté des autres. Alors là, ça prouvait de la patience, ça prouvait tellement de choses que il y a même pas besoin d'aller plus loin, quoi. C'était capable de faire ça. T'as déjà l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller là-dedans, quoi. Effectivement. Et là, t'as toujours des fois des surprises comme ça. C'est vrai que c'est ça doit être super de faire d'être vraiment comme ça, avoir... Enfin, même si c'est vrai que ça doit être très frustrant aussi, en fait, de voir beaucoup de gens, justement, qui sont très bridés par des parents qui ont peur qu'ils se trompent et qui pensent, tout en étant bien intentionnés, qui pensent mieux savoir et tout, et de voir des gens dont on voit qu'ils auraient pu s'éclater là, mais ils vont aller ailleurs, et ils vont peut-être rater des années de fun.
de se prendre beaucoup de plaisir, quoi. Mais ouais, carrément. Enfin, tu vois en fait l'important c'est vraiment d'arriver à créer et de le faire par n'importe quel moyen, on s'en fout en fait. C'est de montrer que t'es passionné par ce que tu fais et que t'as envie de le faire. Moi je sais, enfin moi souvent tu tombes sur des articles à la con, genre des motivateurs ou Nokeni, alors cet artiste fait ci, machin et tout, et c'est totalement incroyable. Et en fait tu regardes et effectivement oui, le gars il sculpte des trucs en chewing-gum, tu vois, et c'est trop bien parce que le gars il s'est pas dit non, je veux faire de la sculpture, il faut que je prenne de l'argile et machin et tout. C'est non, le gars il a pris ce qu'il avait sous la main et c'est tout, quoi. Qu'importe le médium, c'est l'esprit qu'il y a derrière, quoi, en fait. Ouais. L'expression artistique qu'il y a. Quelqu'un qui me montre un putain de robot en Lego Technique qu'il a fait, je suis aussi content que s'il me montre une sculpture en argile avec de l'anatomie et des trucs comme ça, en fait. C'est clair. Ça, c'est sûr, c'est le bon côté. Puis il y a toujours de l'originalité. Il y en a toujours qui ont des idées où on sait tout de suite. Enfin, c'est marrant. Enfin, c'est l'avantage de ce secteur. Moi, c'est ce que j'aime dans ce secteur, c'est que on n'aura jamais épuisé toutes les idées, quoi. Il y a toujours quelque chose qui va venir et qui va dire ça c'est nouveau, ou une idée ou quelque chose d'original, ou même des fois on peut dire presque il en avance sur son temps. Franchement, il y en a des fois ils ont des idées, tu fais waouh, c'est perché, puis après quand tu réfléchis et quand tu as le recul de dire tiens, dans les dernières années des choses qui ont pu être créées et tout ça, si on les avait proposées 10 ans avant, c'était mort, on n'y pensait pas, quoi. Je pense qu'on est dans un des plus beaux métiers. Ouais. Pas le plus beau, mais un des plus beaux. Ouais, tu peux vraiment inventer des choses et apporter. En fait, au final, c'est ça moi que j'aime bien en tant que quand je crée, c'est tu peux apporter quelque chose en fait aux gens, même si c'est pas grand chose. Tu vois, t'as fait un dessin, mais s'il suffit que ton dessin il fasse un peu réfléchir ou il fasse rigoler ou quelque chose comme ça, en fait, t'as déjà eu. Ta zone de confort. C'est ça, mais qui est réconfortant. Non, mais c'est ça, et juste en faisant un petit dessin qui peut prendre 5 minutes, hein, tu regardes les dessins de presse ou quoi, c'est des tout petits dessins, mais c'est l'idée qui est importante, et ça peut changer la journée de quelqu'un juste un dessin, quoi. C'est vrai. Ah oui, c'est. Moi, si je prends mon expérience personnelle, justement, ma mère qui était pas du tout là-dedans, ni bande dessinée, ni rien, et qui au contraire, même les dessins animés, on va dire, c'est plus comme ça qu'on les appelait, on disait pas film d'animation, on disait quand même dessin animé, mais pareil, pour elle, c'était vraiment, c'est que pour les enfants, quoi. Elle avait aucune raison d'en regarder un. Elle avait vraiment ce point de vue-là, ça l'intéressait pas. C'est-à-dire, jamais elle serait allée au cinéma pour aller voir un film d'animation, justement, ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je reconnais toujours une force à ce film, à ce niveau-là. Moi, forcément, pendant des années, je dis, mais il faut que tu t'intéresses, il y a tellement de sujets abordés, il y a tellement de choses, même si la forme paraîtrait toujours être faite pour les jeunes, il y a toujours quelque chose qui peut être plus sérieux derrière. Et quand là-haut, du Pixar est sorti, je me rappelle, c'est ce truc où j'ai vraiment forcé ma mère. Il faut que tu vois, il faut quand même que, au moins, forcément, l'intro du film, il faut que tu la vois pour que tu comprennes que dans un film d'animation, il se passe quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Et forcément, en plus, c'est vraiment, elle a versé sa larme, quoi, au début, hein, comme beaucoup de monde, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pleuré devant l'intro de là-haut? Je suis pas sûr. Voilà. D'accord. Et vraiment, je sais que ce jour-là, elle s'est dit, effectivement, je peux m'intéresser aux films d'animation. Et depuis, alors maintenant, après, ça passe en inverse. Ouais, le Yoni, t'as vu un nouveau, alors, je sais moi s'il me fait, t'as vu Pixar, ils sortent un nouveau film? Oui, je l'ai vu, ça fait 3 ans. Elle est trop mignonne. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que j'avais fait tout un pavé aussi une fois sur un Discord pour essayer de comprendre justement pourquoi les générations d'avant ils s'intéressaient moins aux dessins animés et tout, et du coup je m'étais plongé dans toute l'histoire de Disney et tout, et en fait il se trouve que l'époque à laquelle nos parents ont grandi, c'était la période creuse de Disney en fait, où Disney c'est ce qui a c'est vraiment la gueule et tout, et nous on est né en plein période La Petite Sirène, Le Roi Lion, Pocahontas et tous les gros films où ça a vraiment commencé à reprendre de l'essence. Du coup nous on a grandi avec ça, mais pas eux. Et du coup, et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, là, en 2020,
les gens qui ont grandi avec le Roi Lion, la Petite Sirène, Tarzan et tout, et ben eux, ils commencent justement à créer des choses et des films d'animation et tout. J'allais dire dessins animés. Et on commence à avoir des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus adultes, genre tout ce qui va être Vermine, le film Lupin là qui va sortir. J'ai trop envie de le voir, ce film. Il me fait vraiment trop envie. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Non. Non. Oh, faut que je vous envoie ça. C'est tiré du le manga Lupin, mais en version film d'animation 3D, et vraiment super quali quoi. C'est fait par un studio japonais d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ok. Si, il me semble que j'ai entendu parler. Et c'est waouh. Après, dans le genre dessin animé adulte qui a pu, on va dire pour adultes, film d'animation, pardon, qui a pu marquer des gens et aussi leur faire peut-être tilter que c'est pas que pour les enfants, parce que j'imagine. Ça y est, j'ai perdu le nom direct. J'allais dire Mirapolis, mais c'est pas ça. Ça a pu marquer aussi. Comment c'est déjà c'est quelque chose police. Persepolis. Merci beaucoup. Ouais. Là, j'étais en mode genre, non, cerveau, es-tu vraiment sérieux? Ouais, apparemment, il est vraiment sérieux. Oui, bon, oui, voilà, Persepolis, ça a pu aussi, ce genre de choses, je pense que c'est pas du tout le seul, mais là, c'est celui qui me vient en tête, ça a pu changer aussi l'état d'esprit de ouais, non, mais gens qui complètement. Complètement. Je me souviens, c'était ma grand-mère qui m'a ramené le voir au cinéma, celui-là. Sauf que moi, j'avais 6-7 ans, mon frère, il en avait 4-5, et genre, on s'est retrouvés là devant, à regarder des trucs qui parlent de géopolitique et de la persécution en Iran et tout, et des droits des femmes et machin et tout. Et nous, on avait 7 ans, tu vois, on comprenait rien. Et c'était super dark, et nous, on était partis pour voir un dessin animé, on était persuadés qu'on allait voir un Disney, tu vois. Alors que pas du tout, et c'était... Ouais, c'est effectivement, c'est ce jour-là que je me suis dit, ouais, mais les dessins animés, c'est pas que super fun et que machin et tout ça, quoi. Ouais, et c'est pas ce qu'on veut que ce soit. Voilà, ouais, exactement. Et il y a toujours cette distinction qui est faite encore, et c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Et même, je pense, moi j'ai un ami storyboarder, Jean-Charles, ça a carrément créé du conflit dans sa famille. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un, il m'a dit, moi, depuis tout le temps, moi, je suis storyboarder, je suis celui qui fait des dessins pour des trucs pour les enfants, je suis le stupide de la famille, quoi. D'accord, c'est sympa. Non, vraiment, un jour, quand il m'a dit ça, j'ai eu une tristesse pour lui. Je suis pas allé plus loin, parce que j'aime pas trop rentrer dans la vie des gens, mais je me rappelle que cette phrase, il m'a dit, bah, moi, je suis celui qui, je crois que c'était pour son frère, exactement, un truc comme ça, et il m'a dit, mais moi, voilà, je fais des dessins pour des trucs pour enfants, donc, voilà, je suis débile, quoi. Je fais des trucs de débile, quoi, gros. Ah oui, ils lui ont collé une étiquette, en fait. Mais en plus, de toute manière, où est le problème de faire des trucs pour des enfants? Les enfants, c'est le futur, c'est l'avenir de l'humanité. Non, mais enfin, je veux dire, non, puis souvent les gens qui pensent ça, en plus, c'est les gens qui quand les gosses le saoulent, ils les mettent devant la télé, tu vois, genre. Sois content. Et là, genre, de qualité, on fait la garderie à ta place un peu, alors respect, s'il te plaît. Genre, donc, ouais, mais c'est super triste, hein, de. Quel état d'esprit, c'est parce que bon, lui après il est un peu âgé, mais c'est ça, c'est qu'il y a des codes en fait dans chaque génération de réussite. Voilà, il y a eu cette période docteur, avocat et compagnie. Après, ça a été d'autres choses, voilà. Et voilà. Et quand t'es à côté, et nous, je pense, nos métiers seront toujours un peu à côté. Moi, je pense que moi, à un moment donné, je me suis dit non, ça y est, enfin, ça va venir. Le moment où il y a eu la grosse crise, où on a entendu, il y a que le secteur du jeu vidéo qui ne collait pas la crise, au contraire, qui est toujours en pleine croissance. Enfin, au bout d'un moment, je dis c'est bon, on va commencer à parler peut-être des artistes et tout. Enfin, comme finalement presque ça y est, c'est le nouveau métier qu'il faut absolument devenir, quoi, tu vois. Ouais. Et puis avocat, pas du tout, on reste toujours en marge, je trouve. Non, mais complètement. Je ne sais pas pourquoi. J'en parlais avec un étudiant de l'école où j'ai fait mes études, Baptiste, et en fait le gars m'expliquait que lui il avait dû faire un prêt pour ses études, donc en jeu vidéo, et que sa copine, elle, avait aussi dû faire un prêt pour ses études en psycho, et que ils avaient eu leur rendez-vous quasiment côte à côte en fait, et genre la fille elle s'est assise, elle a dit ouais j'ai besoin de faire un prêt pour mes études en psycho, on lui a accordé son prêt immédiatement, alors que lui quand il a dit ouais il est arrivé avec un gros pavé d'argumentation, ouais alors le jeu vidéo c'est l'industrie numéro 1, machin, c'est en plein essor,
blablabla, et il avait galéré à avoir son prêt parce que le banquier voulait pas comprendre que le jeu vidéo c'est un vrai métier, c'est une vraie industrie et qu'il y a vraiment des gens quoi qui bossent là-dedans et qui sont des vrais professionnels. C'est clair, mais moi, c'est justement quand j'ai créé l'école au départ, donc Epic, dans Jean de Brassard, forcément tout seul, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de maison, j'ai même pas de voiture, c'est pour dire, je suis vraiment arrivé, c'est-à-dire que le financement de l'école devait forcément passer par une conviction, c'est-à-dire qu'il fallait convaincre le banquier que j'étais pas en train de faire n'importe quoi, au travers de mes expériences et au travers de mes motivations. Et c'est fou parce que du coup moi je suis pas dans Montpellier même, je suis à Saint-Jean-de-Védas, donc à côté, je suis allé dans la petite banque à côté de chez moi, c'est-à-dire je suis pas allé dans Montpellier prendre un gros centre et je dis bon on va voir déjà ce qui se passe. Et c'est marrant, ce qui a fait que ça a été accepté, c'est que alors du coup comme c'est une petite banque, la personne qui s'en occupait c'était directement le directeur d'agence et qui me dit ah mais moi j'ai un cousin qui travaille à Illumination. Ah. D'accord. Je jure, c'est pas des bêtises. Et il m'a dit, mais il me dit, ouais, mais il me dit, ça, c'est l'avenir. Il me dit, il me dit, oui, faire une école comme ça, il faut en faire. Alors après, il connaissait rien du tout, parce qu'il me dit, il y en a déjà un peu à Montpellier qui font ça. Je oui, un petit peu. mais je pense que sinon, ça aurait été très compliqué. C'est-à-dire que là, il y avait quelqu'un en face qui, un minimum, en fait, par une expérience à lui, forcément quelqu'un de sa famille qui était là-dedans, savait que c'était complètement, qu'on est dans un secteur très dynamique et qui fonctionne, quoi. Et mais quelqu'un d'autre, voilà, le film d'animation, les jeux vidéo, c'est toujours, Ouais, c'est encore un peu trop marginalisé parce que il y a toujours cette image qu'on a des geeks à lunettes boutonneux qui passent leur vie devant World of Warcraft, alors que c'est pas ça du tout le jeu vidéo. C'est ça, parce que l'image des gens, avec la 3D maintenant, du coup, la 3D, pas maintenant, ça fait un moment qu'elle est la 3D, je parle, voilà, l'image de synthèse, les gens associent toujours à l'informatique. C'est tout. Oui. Il faut être fort en informatique, non? Alors, oui, ça, j'ai une petite anecdote où je me moque gentiment de mon beau-père, mais je t'adore, Adnan. C'est pas méchant, mais c'est Adrien, un de mes frères, il avait dit ouais, je voudrais peut-être bien faire du jeu vidéo, et du coup, mon père va faire des maths et de la physique là dans la prépa là-bas, ce sera très bien. Non, ce serait pas du tout la bonne direction. Il disait ah si, tu sais les jeux vidéo, il y a des fenêtres qui cassent, il y a la gravité et tout, faut faire de la physique pour savoir comment ça marche. Après, faut faire des maths pour savoir le code. Mais non, vraiment, c'est à moins que tu veuilles créer vraiment genre les logiciels qui eux-mêmes vont pouvoir aider les gens qui font du jeu vidéo à faire des jeux vidéo, ce n'est pas nécessaire. C'est ça. C'est très spécifique ce dont tu parles. Et du coup, c'est toujours drôle, ce côté très très, quand on sait pas et qu'on se dit, on n'a pas envie de passer le temps à se renseigner, on suppose des choses, mais dans tous les domaines, quand on suppose des trucs au pif, c'est très ça. grande marge d'erreur. Ouais. Et le truc le plus frustrant, je pense, c'est cette sensation que c'est fou ce qu'on peut faire avec l'ordinateur maintenant. Ouais, oh là là. Moi, je sais que quand j'ai commencé mes études et que je commençais à montrer autour de moi ce que je faisais, c'est cette phrase. J'ai envie de leur répondre, mais en fait, l'ordinateur fait rien, c'est moi qui fais. C'est ça. Mais tu vois, les 4 secondes d'animation que je te montre là, j'y ai passé 2 mois, c'est moi qui ai passé 2 mois. J'ai pas appuyé sur play et j'attends que ça se fait, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est marrant. Quelle horreur. Ah, ça, c'est la douleur. Ouais. Le fameux bouton fait à ma place, il est quand même vraiment bien caché, mais les gens qui le trouvent, après, ils deviennent célèbres. Ouais, non, mais c'est pareil, quoi. T'es genre, waouh, tous les reflets et tout. Non, alors attends, j'ai juste mis l'environnement de map, tu te calmes. Par contre, tu veux bien regarder la sculpture, s'il te plaît. Après, les reflets, c'est le travail de quelqu'un aussi, quoi. Ils sont incroyables et tout, mais là, c'est le travail de quelqu'un d'autre. C'est pas. C'est ça, mais bon, après c'est encore différent, tu vois. Mais oui, effectivement, après, si c'est l'ordi qui dessine à ta place, non, pas du tout, quoi. Ouais. Et après aussi, ce qui est marrant, c'est quand les films d'animation commençaient à avoir un degré de réalisme assez haut. Moi, je sais que du coup, la période où ma mère, du coup, enfin, a commencé à regarder des films d'animation, après, je lui ai fait voir Ratatouille, par exemple. Et je me rappelle, il a fallu que je m'arrête pour dire, t'as compris que là, tout le passage dans l'eau et tout est en 3D. Elle me fait, ouais, c'est en 3D. Non, mais je dis, ça n'existe pas. L'eau, elle n'existe pas. Là, c'est pas filmé, ils mettent pas par-dessus. Tout est fait par ordinateur, oui. Et franchement, il a fallu que je m'arrête. Enfin, il n'y a rien qui n'existe. Il n'y a rien qui n'existe. Et à aucun moment, il y a eu une vraie caméra. Pourquoi pas pour faire du stop,
J'ai oublié du stop motion. Non, pas du stop motion, mais pour se filmer, pour ensuite travailler les animations motion capture. Oui, mais même sans motion capture, juste rien que le fait finalement de se filmer pour pouvoir redessiner un peu la rotoscopie. Ouais, je dis ça même dans le sens juste littéralement se filmer, regarder, étudier son propre mouvement et ensuite en reproduire. Mais je pense que c'est aussi dû à ça le fait que les gens comprennent pas, c'est que comme c'est pas concret au sens où c'est palpable, c'est-à-dire je veux dire quelqu'un qui est charpentier, tu vois, il construit une charpente, à la fin il y a une maison, tu vois, genre les gens ils ont une maison, ils peuvent rentrer dans la maison et tout. Quelqu'un qui fait une sculpture en 3D sur l'ordi, ça reste un truc sur l'ordi, tu vois, les gens, c'est pas aussi palpable que que ça. Tu l'imprimes en 3D, après là, t'as peut-être c'est exactement ça. J'ai eu une réunion de famille. Si les étudiants d'école écoutent celui-là, putain de podcast, il se reconnaîtra. Mais j'ai eu le papa d'un des étudiants qui dit ouais, mais au final, il va devenir quoi? Il fait quoi toute la journée? Parce que et lui justement, il est maçon et voilà parce que voilà quand je fabrique quelque chose, moi c'est devant moi. Lui, il fait quoi? Il fait du vent, ça se vend, c'est quoi? Enfin, tu vois, il est complètement perdu, genre en mode. Et effectivement, la notion très virtuelle finalement de ce qu'on fait est pas facile à comprendre pour tout le monde. Et ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et puis, je pense que pour revenir sur le réalisme, les gens ne se rendent plus compte à quel point en fait la 3D, même là, je prends vraiment de l'image, de toute l'imagerie qu'on puisse faire maintenant. En fait, ils se rendent plus compte. Ils regardent une pub de voiture, ils se rendent même plus compte qu'il n'y a rien de vrai, ni l'environnement, ni la voiture. Regarde bien ta voiture, elle roule, il n'y a pas de conducteur dedans. Ah bon? Ah ouais, mais c'est une affiche, un truc. Enfin, tu vois, quand tu expliques ce que c'est qu'un packshot, machin 3D, tout. Enfin, tu vois, mais tout ça en fait, c'est assez marrant. Ouais. Donc, mais faut. Ouais, c'est dingue de voir que les gens sont entourés en fait. Enfin, notre monde est fait de. Comment dire? Tout ce qui nous entoure est fait par des artistes, des designers, des publicitaires, des graphistes, mais tout ce qui nous entoure, mais les gens n'en ont aucune conscience en fait. C'est ça. Pour ce qui est des 4x3, tu sais que tu vois pour les grosses pubs quand t'es sur la route et tout, même les pubs ou les packaging de ta bouffe, mais tout en fait. Tout, mais les gens n'en ont absolument aucune conscience et c'est incroyable. C'est ça. Je vais souvent dans des écoles primaires pour soit accompagner pour créer des romans jeunesse, soit parler un peu justement du métier du livre, du monde de l'image et tout. Et vraiment, je passe toujours un petit peu de temps à expliquer ce que c'est donc le graphisme. Et je sais qu'en général, les enseignants et les enseignantes sont aussi à dire ah oui, c'est vrai qu'il y en a partout en fait. Et quand on n'y réfléchit pas, quand on s'en rate pas un petit peu parce que c'est pas du tout son centre d'intérêt ou quoi, ça passe à côté quoi. Alors qu'en fait, il y a des tas de métiers de l'image. Oui, complètement. C'est ça. Et constamment. Le truc, c'est aussi, c'est justement, c'est tellement devenu commun que les gens se rendent plus compte que c'est un vrai métier en fait. Et c'est le problème aussi des photographes. Combien d'histoires de photographes de mariage j'ai entendu sur Facebook, mais comment ça vous payez? Enfin, c'est votre passion la photo, monsieur. Enfin, je veux dire, moi j'ai ma nièce, elle a un appareil photo, il fait des belles photos aussi. Après, écoute, si les gens ils veulent pas claquer, s'ils ont pas plus de thunes, tu vois, à claquer dans leur mariage, dans ce cas-là, oui. Non, mais je veux dire que t'aies pas d'argent à mettre pour payer un photographe de mariage, parce que ta nièce justement a un bel appareil photo, demande à ta nièce de faire des photos, mais demande pas à un photographe de travailler gratuitement. C'est clair. Par contre, tes photos seront moins quali, forcément. Voilà, mais bon, après, si t'as passé un bon moment, c'est bien, mais si t'avais envie d'avoir des photos parce que t'as de la famille très loin et que ça leur fera très plaisir, c'est vrai que c'est mieux d'engager un professionnel si tu peux te le permettre, quoi. Ouais. C'est quand même pas pour rien que les gens sont professionnels au final. Oui. En fait, t'as vraiment ce lot d'images qui ont toujours une vision artistique avec une esthétique bien choisie et tout ça, et qui représentent tellement la réalité que les gens, en fait, au final, se disent que c'est la réalité. Et quand ils sont face à la réalité, ils sont toujours déçus, quoi. C'est ça. C'est toujours le côté de tu vas manger quelque part sur la carte, ce que tu as sur la carte, dans l'assiette, c'est pas aussi beau, quoi. Tu vois, alors qu'en fait, c'est juste que ça brille moins, les couleurs sont pas les mêmes. C'est pas le même cadrage parce qu'il n'y a pas vraiment de cadrage quand on regarde. Et puis, voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que c'est vrai que ça, il devrait presque aujourd'hui, peut-être même dans les petites écoles ou au collège, il devrait y avoir cette notion qui devrait commencer à être abordée sur l'image, parce que je pense que c'est vraiment dommage que les gens prennent pas conscience à quel point
tout ce qui est autour d'eux apporte une vision qui a vraiment été créée et qui n'est pas la réalité du tout. Quoi. Ça peut être même très important aussi d'en avoir conscience pour se rendre compte à quel point les médias, il faut quand même garder un peu du recul sur la façon dont c'est présenté. C'est cadré, ce qui veut dire qu'on ne voit pas l'entièreté de la scène, c'est plein de choses comme ça. Quand on le sait, après, on peut juste être un peu plus vigilant. Ah bah oui, moi j'ai ma sœur qui est journaliste. Quand elle a fait ses études, on avait des gros débats avant qu'elle fasse ce type d'études-là sur justement, moi je lui ai expliqué que tout ce qu'elle voyait à la télé, même quand elle regardait des informations et tout ça, un reportage et tout, qu'il y avait enfin le but c'est que les gens regardent et que ça les attire et qu'il y ait de l'audimat. On est toujours sur le même, on est toujours sur le même problème. Et elle voulait pas. Non, pour elle tout était vraiment, le monde était beau quoi. Et quand elle a commencé, les gens ils avaient une sincère volonté de. Voilà, c'est ça. Et je me rappelle les premières fois où elle a eu des cours, elle a fait une école à Paris où justement elle a des responsables de médias qui viennent expliquer quand ils font un reportage, mais avec des mots, ils sont très trash, hein, c'est genre là on parle de mort, on veut la voir elle qui pleure, hein, elle est beaucoup plus intéressante que l'autre qui nous raconte n'importe quoi, ou alors on interviewe des gens, regarde-le, il a un accent, on comprend pas trop ce qu'il dit, ça passe largement mieux à la télé, les gens forcément ils vont se faire plein d'idées, tu vois des choix, des trucs, et là elle me dit mais en fait effectivement il y a plus rien, en fait il y a plus rien de vraiment réaliste. Bah, c'est ça, c'était pendant les gilets jaunes au tout début là à Paris, il y avait une photo où genre t'avais l'Arc de Triomphe et t'avais du feu devant et tout, et en fait c'était juste t'avais trois connards qui s'étaient amusés à incendier des bouts de papier, et en fait le gars il s'était baissé pour prendre la photo au ras du sol pour qu'on voit les flammes et l'Arc de Triomphe derrière, et effectivement mis en scène comme ça faisait peur, tu vois. Mais c'est en fait on peut faire vraiment faire dire n'importe quoi à une image, et c'est très facile. Les cours d'art plastique au collège qui apprennent justement, genre, regardez la magie du cadrage. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on fait une scène et on prend les deux trucs à partir d'une même scène selon l'angle, vous racontez chaque morceau de la classe une histoire, et puis comme ça, tu te rends compte à quel point tu peux vraiment, à partir d'un même truc, prendre deux trucs différents. C'est clair. Et puis peut-être leur réapprendre ce qui se passe dans une image réelle. Moi, je prends exemple, là, maintenant, on voit les jeunes. Enfin, là, moi, je regardais des amis qui sont venus chez moi, qui ont une petite, à prendre des photos. Si elle met pas un filtre, les fameux filtres de, je sais pas, n'importe quel truc, Instagram ou j'en sais rien, la photo est moche. C'est-à-dire que l'application appareil photo de base du téléphone, elle ne l'utilise même pas parce qu'en fait ça fait des vraies photos, ça fait des photos normales en fait, ça fait des photos d'elle qui sont normales et encore même si elles sont pas vraiment normales, mais c'est à dire qu'il y a vraiment une déformation qui est en train de se créer dans l'esprit des gens quand même qui est assez incroyable. Oui. Oui, après, faut pas que ça tombe dans le côté où ça fait du mal de se dire je comprends pas, j'ai cette tête en photo, puis finalement, quand je me vois dans le miroir, je me sens Mais c'est ça le problème avec Instagram. Il y a pas mal de vidéos qui en parlent sur Internet, mais t'as toute la réalité la réalité avec des grosses guillemets tout ce que les gens mettent en avant. Donc la photo bien cadrée avec un joli filtre et tout le monde est beau, personne n'a des boutons, machin. Et ce que toi tu vois dans ton miroir, et du coup tu compares toi qui est normal à ce que toi ce que tu vois de ta vie, à ce que voient les gens, à ce que tu vois des autres sur les photos. Et c'est le même problème dont on parlait dans le premier épisode de moi je poste mes travaux et je vois tout mon bordel derrière, et je pense que c'est exactement la même chose. Et je vois les travaux parfaitement finis, parfaitement léchés des autres, mais je vois pas leur bordel à eux. Et du coup, ça peut avoir vraiment des conséquences sur ton mental, parce que c'est que tout devient une vision de quelque chose et non plus vraiment la réalité. C'est ça. Donc, alors après, c'est quelque part le point positif, c'est que ça veut dire qu'il y aura toujours de plus en plus besoin d'artistes pour créer des visions de toutes choses. C'est ça. Mais après, le monde va peut-être devenir un peu fou, quoi. C'est pas grave. Ouais. Mais après, qu'est-ce que la réalité? C'est toujours selon le point de vue de quelqu'un, mais c'est vrai que c'est important de savoir que justement, quand on nous montre quelque chose, c'est déjà un point de vue. Exactement. En fait, c'est cette notion de point de vue, moi je pense qu'il faut juste, sur lequel il faut rééduquer, c'est dire, là tu vois une image, mais dans lequel il y a un point de vue, il y a une intention, il y a un regard, il y a une esthétique, il y a quelque chose, et rien n'est au hasard en fait. Jusqu'à la personne sur la photo, parce que les gens aussi oublient. C'est toujours réfléchi dans le but de te faire ressentir telle ou telle chose. D'ailleurs, il y avait un exercice qui avait été fait, en fait, c'était présenté comme étant un exercice pour des élèves qui apprenaient le cinéma. En fait, c'était une expérience sociale où on leur montre, on fait 3 groupes et on leur montre un moment peut-être dramatique avec un accident et quelqu'un qui décède. Et ensuite, un acteur qui... et c'est toujours le même shot pour l'acteur, qui est un acteur qui a l'air pensif, assez neutre en fait.
et avec une musique en plus, un autre groupe où on va montrer un moment joyeux de l'enfance, et ensuite l'acteur, du coup pareil, avec peut-être une musique qui fait un peu plus nostalgique, et un troisième moment qui va faire encore un troisième effet. Et bien sûr, chaque groupe après avait disserté pour dire à quel point c'était un bon acteur qui transmettait bien, donc soit le chagrin ou la nostalgie ou l'envie ou la colère. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était le troisième, mais pareil, c'était un truc qui était assez fortement négatif et pas de la tristesse, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était vraiment génial de dire c'est vraiment important, c'est l'intention derrière qui va changer énormément de choses, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir peut-être effectivement des classes qui permettent vraiment juste de donner des outils aux futurs adultes pour qu'ils sachent que vraiment, faut toujours avoir un regard un peu, prendre du recul, ne pas hésiter à aller chercher d'autres sources sur les choses, etc. Ouais, ça, c'est l'image est au cœur de tellement de choses finalement maintenant que c'est vrai que ça deviendrait en tout cas un sujet peut-être un peu plus à traiter dans le cursus classique jusqu'au collège pour qu'à un moment donné il y a cette notion. Mais après peut-être que il faudrait que tout le monde les gens qui décident de ça n'ont peut-être pas déjà eux-mêmes la notion, donc c'est peut-être ça qui fait que ça arrivera peut-être pas tout de suite. Ouais. C'est possible. C'est important de faire comprendre aux gens que une image, les images qu'ils voient, elles sont toujours réfléchies en fait, et que c'est pas juste pris et montré comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui a pensé à tout dessus, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai découvert l'autre jour une chaîne YouTube qui s'appelle Un Créatif, et c'est un gars qui a fait des études pour être créatif. Les créatifs étant bien sûr la personne donc, qui crée. Elle est super cool, sa chaîne. Ouais, carrément. Elle est trop bien. Et en fait, il parle un peu de comment est-ce que on peut faire juste comment s'adapter à tel ou tel média, c'est quoi les codes de tel ou tel média, genre par exemple TikTok ou Instagram, etc. Mais aussi comment est-ce qu'on peut déformer ou les choses pour essayer de coller à ton propre avis pour que tu aies le côté de validation, etc. Enfin, vraiment, juste via le fait de te présenter une image différente, ça va donner envie de regarder un truc Netflix, alors que ton voisin, il n'aurait pas du tout regardé avec cette image-là, mais par contre une autre, ça va lui plaire plus, et du coup, au final, vous allez tous les deux regarder le truc, et ça peut des fois être utilisé de façon très sale, hein, à l'occasion, bien sûr. Ouais. Parfois, c'est dans le but de faire connaître des choses sympas et de faire passer des bons moments aux gens, auquel cas, dans l'ensemble, quand même, c'est cool. Parfois, ça peut être utilisé vraiment de manière un peu moins... en cherchant vraiment pas à laisser le libre arbitre des gens. Enfin, ça... Oui, en fait, c'est ça où c'est toujours le plus dangereux. En fait, c'est que, voilà, encore une fois, c'est comme c'est des gens qui réfléchissent, que ce soit des artistes, des designers ou tout le monde confondu, ça... il y a vraiment la tromperie peut vite arriver en fait, c'est vouloir faire croire quelque chose pour autre chose, quoi. C'est et que les gens aient l'impression que le premier message qu'ils comprennent quelque chose de, je sais pas comment dire, qu'ils soient trompés en fait. Ça c'est le plus dangereux dans tous les cas dans l'image. Alors encore une fois, quand c'est fait dans le jeu, quand c'est fait dans le cinéma ou tout comme ça, c'est super bien parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné on est détourné et puis finalement on est surpris et que ça crée vraiment de la dynamique dans un film ou dans un jeu. Mais c'est sûr que quand après c'est sur des choses qui sont plus ancrées dans le monde réel, ça peut vite effectivement être plus dangereux. Ouais. Moi, ça me dérange pas d'être trompé devant un film, mais sur un personnage. Mais après, dans le journal télé, peut-être que si. Voilà. C'est moins plaisir. J'avais un petit peu suivi les élections américaines et tout. Et il y a beaucoup de gens qui disent justement, qui reprochent aux médias de présenter les choses selon une certaine narration pour du coup faire ressentir aux gens de la pitié ou de l'envie ou de la réflexion et tout pour les orienter. De toute façon, la première force des hommes qui politiques ou n'importe quoi d'ailleurs, dans lequel il y a toujours où il y a un système d'élection, ou en tout cas où il faut plaire, c'est le charisme, quoi. Le charisme, c'est une mise en scène, c'est plein de choses. Enfin, encore une fois, on reprend le cinéma, enfin, parce que pour moi, c'est les mêmes codes en fait. C'est à partir du moment où un acteur, on veut que dans un film, il ressorte d'une certaine façon, ou qu'on le ressente d'une certaine façon, qu'on s'y accroche, ou que voilà, en fait, on peut le faire. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis des années, quoi. Donc, savoir qu'ils réutilisent les mêmes choses, c'est sûr que si c'est pour des élections, des choses comme ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, ça fait pas plaisir d'office.
Bah, voilà, en fait, c'est dommage parce que on sait que la majorité des gens, tout ça n'y pense pas. Enfin, la majorité des gens, nous, on est ancré dans ce secteur, donc forcément, on s'interroge un peu plus. Mais c'est vrai que la majorité des gens, ils vont au cinéma. Même au cinéma, en fait, les émotions ou ce qu'ils ressentent, c'est réel. En fait, moi, ce que je me dis, c'est, il se passe vraiment quelque chose où voilà, où ça paraît réel, ça nous touche. Donc, c'est sûr que ils font confiance à certaines choses et c'est vrai que si juste commencer à regarder les informations ou certaines choses, c'est les mêmes codes qui sont pris, c'est sûr que ça commence à être un petit peu. Ouais. Il faudra apprendre aux gens en fait à vraiment toujours prendre du recul sur tout ce qu'ils voient en fait, que ce soit un film ou des médias. Il faut vraiment que les gens prennent toujours du recul, même sur les photos Instagram. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de manipulation derrière ou un truc qui a changé ou que c'est été. Enfin bref, mais malheureusement, il y a des incrédules, si je peux dire entre guillemets, qui plongent dedans direct et qui croient que ce qu'ils voient au final. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout des gens. En fait, moi, je parlais plus de naïveté dans le sens où, mais pas négatif, c'est-à-dire c'est pas des abrutis, c'est que finalement par défaut, en fait, on se dit on peut faire confiance à certaines choses, ce qui paraît normal. Je pense si on prend les vieilles générations, si je prends mes grands-parents ou autres, je sais que eux, ils regardent la télé, ils vont se dire c'est la réalité. Hein. Peu importe ce qu'on leur montre. Ah oui, complètement. C'est donc c'est sur la chaîne qu'ils regardent. Bon. Mais le problème c'est que ça influence des choix dans leur vie, quoi. C'est ça qui est terrible. Et des fois, malheureusement, alors quand c'est sur des choses positives, ça va, mais quand c'est sur du mensonge, c'est dommage. Ouais. C'était encore une fois pendant les gilets jaunes là. J'avais mes parents et tout, ils m'appelaient parce qu'ils sont ils sont dans le sud, à la campagne et tout, et eux, tout ce qu'ils voient de Paris, c'est le JT, quoi. Et ils me disaient, ça va, les gilets jaunes, t'as pas trop galéré et tout. Pendant toute la durée des gilets jaunes, donc ça a duré quoi, 6 mois? Un peu plus? Je sais pas. J'en ai pas croisé un. Pas un seul. Ouais, Montpellier, j'en ai croisé. Hein. Ouais, mais Montpellier, je sais pas, mais j'en ai pas croisé un seul, et eux, ils étaient persuadés que je vivais que j'étais obligé de rester, de mettre un casque pour sortir parce que c'était dangereux, tu vois, enfin genre non. Oui, ils pensaient que toute la ville était en non mais c'est ça quoi, si tu les écoutes, la ville est à feu et à sang alors que pas du tout quoi, ça va. Au-delà de ça, finalement, même le cinéma et tout et les choix qu'on fait de faire tel ou tel type de film, mais aussi parce que ça marche, etc. Et ben ça va avoir des conséquences comme ça à force. Moi, ce qui m'a un peu qui en ce moment me marque beaucoup, c'est genre effectivement à force d'avoir des films ou des livres ou des jeux où c'est le flic, la loi l'entrave alors que lui il sait qu'il répand la justice, etc. Malheureusement entraîne que le fait que des flics considèrent que effectivement c'est ça, ils n'ont pas des super formations aux États-Unis et ils ont des armes et c'est très problématique en ce moment. Bien sûr. Et du coup, en fait, toute cette image du flic qui est un peu un cow-boy et qui, lui, il sait qu'il fait la justice et tout, renforce, du coup, des tragédies dans la vie réelle, quoi. Et c'est... c'est François Terrel, là, le fossoyeur de films, qui a une série vidéo qui sort en ce moment qui s'appelle Les Virées Cinéma, où justement il va visiter des lieux de tournage de films. Genre la maison de Luke Skywalker en Tunisie ou je sais pas si c'est en Tunisie ou je sais plus où c'est, mais pareil il part en Nouvelle-Zélande pour visiter les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux et tout machin, enfin, et en fait il t'explique son ressenti et tout, et en fait là tu comprends vraiment que, parce qu'il y a plein de films qui utilisent plusieurs fois il y a des films très différents qui utilisent les mêmes lieux pour tourner leurs actions, et en fait, c'est là que tu comprends vraiment que la même chose, tu peux vraiment la filmer de plein de manières différentes pour faire passer plein de choses différentes, et c'est super intéressant en fait de voir ça. Et c'est ça sort sur YouTube en ce moment, quoi. Ouais, j'ai pas regardé depuis un moment le fossoyeur de film. Je mettrai tous les liens dans la description évidemment. Mais oui, c'est très très intéressant parce que la mise en scène, ça c'est l'art de la mise en scène, quoi. C'est la moindre chose, la moindre personne, le moindre lieu on peut faire ressentir une émotion différente selon une mise en scène différente, ça c'est clair. Et c'est pareil à Annecy, c'était en 2015, on avait été voir la présentation du directeur de Book of Life, la légende de Manolo en français. Si vous l'avez pas vu, allez voir ce film, il est génial. Et en fait, le gars,
Le film a été fait au Mexique et avec un petit budget entre guillemets de 50 millions de dollars. Ce qui paraît gros, mais en fait c'est le quart d'un budget. C'est le quart du budget d'un film Pixar. Mais bon voilà. Et en fait les gars ils ont réussi à faire un film qui a l'air d'avoir coûté 150 millions alors que le film a coûté que 50. Et il expliquait justement comment ils avaient réussi à tricher sur toute la ligne pour faire croire que qu'il y avait un million de trucs partout alors que bah non en fait c'est juste qu'il y a très peu de choses mais qui sont vraiment filmées comme il faut. Ah bah c'est et avec très peu de moyens ils arrivent à faire des trucs qui sont grandioses et c'est super fort quoi. Attention, je vois rien. Je suis désolé, même toi. Hein. Moi, chez Méchant, le premier, ça fait partie des petits budgets. C'était 70-75 millions de dollars. Ouais. Bah... Et quand Disney est en face, ou DreamWorks et tout, en mettre entre 200 et 300, ça c'est sûr. Et pour autant, par contre, la réussite est très forte, quoi. Oui. C'est sûr que... Après, le truc, c'est qu'il y a tout les films Disney et Pixar, ils coûtent beaucoup plus cher parce qu'il y a tout l'aspect développement qu'ils font derrière, parce que Disney et Pixar, ils passent vraiment leur vie à non seulement faire des films qui sont intéressants, mais en plus à repousser les limites techniques à chaque fois. C'est-à-dire, chaque nouveau film de Pixar, il y a une nouvelle chose qui est encore plus folle. Enfin, je sais que sur Vaiana, par exemple, ils avaient trouvé un moyen de calculer tous les grains de sable de la plage. Ça a été pareil aussi pour le premier La Reine des Neiges, pour simuler la neige. Voilà, pour simuler la neige. Pour Rebelle, ils ont inventé des systèmes pour faire des cheveux. C'était aberrant comment c'était compliqué, mais comment ça marche bien. Et le truc, c'est que comme ils sont très gentils, au bout d'un moment, ils finissent toujours par donner un peu leurs tips et leurs méthodes et leurs algorithmes et tout. Et du coup, en fait, chez Illumination, la politique, c'est plus de récupérer ce qu'ils font et de faire des films avec. Mais le truc, c'est qu'on peut faire des films qui sont très bons avec très peu, sans être obligé de passer par tout un secteur de recherche et de développement complet, etc. Ce que fait par exemple Sony. Sony Animation, justement, l'année dernière au festival d'Annecy, justement, quand ils ont fait, celle qui est à la tête de Sony Animation, qui a expliqué justement sur quelle logique est-ce qu'ils partaient depuis le Spider-Man. Hein, et en fait, ils ont vraiment, elle a clairement cité d'ailleurs, elle a dit nous on arrive au moment où il y a Disney, où il y a DreamWorks, où il y a Pixar qui sont des grosses machines et qui font des films qui techniquement sont parfaits. Et en fait, elle a dit que c'était une erreur au début de vouloir faire pareil, en fait, de vouloir dire, non, si on va faire la même chose, parce qu'ils n'avaient pas l'expérience et qu'ils n'ont pas justement cette philosophie de relever à chaque fois un défi technique et tout. Donc eux, ils sont plutôt partir sur à chaque fois relever des défis qui sont plus artistiques que techniques, en fait. C'est-à-dire de pas les repousser, un truc. Et justement, d'ailleurs, toutes les prochaines sorties de Sony Animation, elles sont très intéressantes d'un point de vue artistique parce que elles apportent quelque chose et une question de budget aussi, parce qu'ils ont dit est-ce que Sony peut se permettre de balancer 300 ou 400 millions de dollars pour chaque film alors que on est loin d'être les premiers, que c'est pas sûr. Donc elle a vraiment dit les choses clairement en mode donc nous on fait plutôt du développement artistique. Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau en termes d'image, en termes de personnage, en termes de choses qui n'a pas encore été fait. Ça je trouve que c'est génial en fait. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense que dans la conférence qu'ils ont montré sur tout ce qu'ils vont faire là pour les prochaines années, moi il y a des trucs qui m'ont bluffé. Pour le coup, j'aimais bien la bande dessinée. Il y a un truc que j'ai vu, c'était assez incroyable. C'était, il y a eu vraiment des waouh. C'est sûr que c'est pas. C'est pas chaque grain de sable d'une plage et tout qui est tout aussi impressionnant au passage. Les deux aspects il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est vachement intéressant. Mais c'est très intéressant et je trouve qu'en fait c'est même plus important de développer le côté artistique justement parce qu'au final, là, en vrai, les images qu'on commence à voir, elles sont bien quoi. Je veux dire, on va pas, enfin, je vois l'idée de toujours faire progresser et d'avancer encore, mais je veux dire. Le sable, il marche très bien dans Vaiana parce qu'effectivement, ils ont calculé tous les grains de sable et tout, mais est-ce qu'il marche pas très bien dans les autres films d'animation aussi, tu vois? Sans avoir ça. Après, c'est que c'est le défi d'en faire quelque chose. Si tu prends Vaiana, par exemple, si tu prends l'eau, tu vois, c'est à un moment donné le défi de dire les animateurs vont pouvoir
avoir un contrôle sur un truc qui au rendu va être clairement de la simulation de flotte hyper réaliste, quoi, tu vois. Ouais. Comme pour les cheveux de réponse, par exemple, ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment à chaque fois de dire relever un défi technique, mais pour lui donner quand même une possibilité artistique. Ouais. C'est-à-dire, avant, c'était juste de la simulation, les cheveux, effectivement. Mais maintenant, c'est pouvoir dire, comme dans Coco pour les squelettes, c'est incroyable. Quand ils ont montré comment fonctionnent les rigs pour toutes les foules et pour tous les personnages de squelettes de Coco, moi j'ai trouvé ça ouf. Moi, Coco, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il y a eu, en animation en tout cas, je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas pris une claque en animation. Là, j'en ai pris une. Vraiment, dans le département d'animation. Moi, celui-là, il m'a, waouh. Et après, quand ils montrent ce qu'ils ont fait, pour que justement l'aspect simulation de mouvement des os soit en parfaite alliance avec les volontés des animateurs, c'est juste impeccable, quoi. Tu vois, c'est là vraiment où la technique se met en association complète avec l'artistique, quoi. Et là, moi, c'est ce que j'aime en fait pour en fait, Pixar, ils ont toujours fait ça, ne serait-ce que par leur moteur de rendu haute. C'est à un moment donné de faire en sorte que ce soit vraiment des artistes qui décident et non plus les techniciens. Ouais. Et ça, c'est ce que j'aime en fait. Après, Sony, c'est sûr, c'est autre chose. C'est plus sur l'aspect total visuel d'un film. Mais c'est vrai que pouvoir se dire demain, après Vaiana, tu peux faire un personnage complètement fait avec de l'eau et l'animateur il s'en fout, lui qui est de la sim ou pas, de son il va animer comme il veut et derrière après ça va se passer comme il faut, tu vois, ou des cheveux ou des trucs comme ça, tu vois. C'est parce que réponse quand tu regardes, tu pourrais dire bon ben les cheveux finalement ils sont juste simulés. Non, quand t'apprends non, les animateurs vont animer les cheveux. Alors toujours la phrase un par un. Non, c'est pas un par un. c'est toujours attends, ils animent les cheveux un par un, mais ils ont pris combien 1 million d'animateurs et mais c'est vrai que la moindre courbe, la moindre mouvement que va prendre la chevelure de réponse, c'est l'animateur qui l'a choisi, c'est pas la simulation. Et la simulation derrière, elle arrive après en fait. Et c'est des trucs comme ça qui sont quand même. Et moi je trouve ça aussi important aussi, que le côté de Sony qui est plus direction artistique, originale, etc. Les deux sont aussi bien, quoi. C'est vrai que voir quand j'avais vu Réponse, moi justement, j'avais tellement été satisfaite. J'aime bien les cheveux, j'aime bien les beaux cheveux, j'aime bien dessiner le détail des cheveux et tout. Des fois de façon assez poussée parce que c'est fun. Et par exemple, dans Les Indestructibles, du coup, je me rappelle m'être dit, c'est la première fois où vraiment je me disais, ah là, les cheveux, vraiment, là, c'est des vrais cheveux. Ils sont tous lisses, ils sont tous extrêmement lisses, il n'y a pas de variété. Mais au moins, ils coulent et tout, genre, ils ont ce côté-là. Bon, après, j'aimerais bien voir des cheveux. Et du coup, je guette tout le temps de voir des cheveux qui sont un peu comme les miens, bouclés, et qui s'en mêlent, et qui ne sont pas fluides et tout. Et du coup, pour le coup, dans Vaiana ou Moana, en fonction du nom qu'on veut, quoi, et là, c'était pareil, j'étais contente de voir des cheveux vraiment très bouclés et tout, même s'ils sont quand même toujours très fluides. Ils font pas trop des gros tas, enfin, sauf une fois, un moment, où tu sens qu'il y avait un peu de sel quand même. Mais... un peu de sel qui est séché. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est clair que dans Réponse, c'était très impressionnant et ça faisait pas l'effet non plus juste il cool, façon, même si c'était très beau quand même à l'époque, pour moi en tout cas, dans Les Indestructibles, où ils ont joué genre la gravité c'est vers le bas. Et on s'attache pas les uns aux autres. De toute façon, c'est la politique depuis le début. Moi, j'ai d'adoration pour Pixar, il faut le savoir, c'est pour ça que je mais en fait, c'est leur but depuis le début. Enfin, quand on regarde la quantité de reportages qu'on puisse voir sur Pixar ou quoi, c'est quand ils ont remporté le premier SIGGRAPH avec la Luxo, c'est le fameux court-métrage de la lampe, ça a vraiment été, tout le monde en face faisait que de la démonstration technique, c'est-à-dire les premiers moteurs qui arrivaient à faire du reflet, à faire de la transparence, qu'à cette période, forcément, c'était juste incroyable qu'en 3D on puisse faire de la transparence ou des reflets, trucs comme ça. Et eux, finalement, ils ont juste utilisé la 3D pour raconter une histoire. Et en fait, c'est vraiment juste ça, c'est utiliser un défi technologique pour raconter quelque chose, en fait, au final. Et ça restera toujours au cœur, enfin, j'espère, en tout cas, le jour où ils perdront ça, je pense qu'ils perdront la qualité de ce qu'ils peuvent faire, même si des fois, il y a des choses un peu en dessous que ce qu'ils font. Mais quand même, en général, c'est quand même bien. Mais ça, voilà, quand la technique est utilisée comme ça, c'est mieux que quand c'est juste vraiment du FX pour énorme, le dragon, la fumée, des flammes et tout. Chaque petit morceau de bois a pris feu tout seul et tout. Mais moi je préfère, j'aime bien aussi le côté technique et tout, mais pour bosser dessus, en tout cas en tant que graphiste, je préfère bosser sur un film qui est un peu novateur visuellement, ou qui nécessite d'avoir un peu de se creuser un peu la tête au niveau plus artistique que technique, parce que moi c'est mon goût perso, mais je trouve ça plus intéressant. Et c'est ça que j'aimais bien sur le Grinch,
c'est que comme c'était Dr Seuss, toute l'esthétique elle est très très tordue, très déformée, tout est arrondi, etc. C'est pas du tout réaliste et du coup on était obligé de créer des choses vraiment qui étaient spécifiques au projet. Alors que là sur Sing, tu regardes Sing, tu regardes comme des bêtes, tu regardes Momoche et Méchant, Les Mignons. C'est 4 univers qui graphiquement sont quand même assez proches. Et c'est très régulièrement qu'on nous dit ça vous le récupérez de Mignon, ça vous le récupérez de Momoche et Méchant, ça vous le récupérez de Pets. Et au final en fait on finit plus par empiler des objets qui existent déjà pour créer des films et au final ça fonctionne. À la fin il y a un film, hein. Mais c'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue ah oui, travail. C'est sûr qu'à un moment donné, ne serait-ce que, je sais pas, une serrure d'une porte, si elle doit s'inscrire dans une DA, elle a forcément la nécessité de ne pas être prise depuis un autre film et de la faire de A à Z. Et c'est ça que je suis d'accord que d'un point de vue créatif, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça que j'ai trouvé ouf chez Sony ou même chez les Blue Sky. Hein. Blue Sky, ils font pas mal ça aussi. Ils ont surtout fait en dernier, c'était Ferdinand, je crois. Et genre, enfin, ils ont des cara design, t'es là, tu fais, mais ils sont quand même pas génériques, mais ils ont un truc qui fait que leur perso, il marche très bien, mais tu peux pas les mettre ailleurs, en fait. C'est ça. Malgré le fait qu'on pourrait le penser, non. Ça marcherait pas ailleurs, quoi. C'est la DA qui est bien définie, quoi. Et c'est ça vraiment que moi j'aime bien, c'est justement d'arriver à voir cette DA, une DA qui est spécifique à un projet et qui permet du coup de créer des nouvelles choses vraiment pas spécialement techniques mais vraiment plus visuelles, quoi. Et c'est pour ça que vous voyez dans les écoles, les films de fin d'études, c'est jamais simple parce qu'il y a celui qui veut faire des gros FX bien réalistes, il y a celui qui veut faire quelque chose de très stylisé. Ouais. Et puis à la fin, il faut que tout le monde s'accorde. Puis il y a l'école qui dit qu'il faut finir son film. Ouais. Débrouillez-vous, mais il faut un film et il faut le finir. C'est ça. Ouais, et parce que j'ai des étudiants, il y en avait une qui voulait faire du fur. Je dirais pas dans quelle école c'est, hein, mystère, mais il y en a une qui voulait faire du fur et justement l'école était pas trop pour parce que le fur c'est compliqué, machin et tout. Et eux, ce qui les intéresse, c'est en tant qu'école, c'est d'avoir un film d'étudiants terminé qui peuvent montrer en festival et tout. Ce qui est normal, hein, mais elle voulait vraiment faire de la fourrure et etc. Et l'école avait un peu plus tendance à lui dire que il vaut mieux finir ton film que vraiment faire ce qui t'intéresse. Moi je suis pas étonné, hein, parce que. Ah non, je suis pas étonné non plus, mais je trouve ça dommage. Bah oui, c'est dommage parce que moi, alors, je vais pas citer de nom aussi, on sait jamais, mais je sais que des écoles de Montpellier, des étudiants qui nous rejoignent, qui sont dans d'autres écoles déçus, par exemple, c'est clairement, il y a des choses où on leur dit, nous, on vous amènera pas vers ce métier-là parce que, alors, ils prennent des prétextes. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent des prétextes qui sont faux. Bah, toi, j'en ai déjà parlé, le modeling, par exemple, c'est très bien. Il y a une école où on leur dit, non, modeleur 3D, en fait, c'est pas un métier. Ouais. Et en fait, non, c'est juste que c'est faux. Très dur. Voilà, c'est dur de se dire que quand on a des classes, qu'il y en a qui veulent devenir modeleur, on sait que le taux d'insertion professionnelle va être un peu long, et il va peut-être mettre un peu foireux, peut-être qu'il y en a 4 qui veulent le faire, il n'y en aura peut-être que 3 qui seront pris ou 2, parce que c'est un métier où il y a peut-être moins de recrutement que dans les FX, dans le rendu, dans les choses comme ça. Et le problème, c'est que c'est pas le rôle d'une école de mentir. Le rôle d'une école, c'est que, ok, tu veux faire ça sera peut-être un peu plus dur, mais on va quand même t'y amener. Oui, ou alors de dire ce sera pas dans notre école parce que on n'a pas cette partie-là, quoi. Voilà, le problème c'est que ces écoles elles sont plutôt sûres. Non, nous on vous impose les SP parce que c'est là où il y a du travail, donc vous n'avez pas le choix. Et en leur disant de toute façon que le reste, et là cette même école d'ailleurs qui dit que concept artiste n'est pas un métier. Bah, d'accord. Waouh. Donc c'est vrai que et finalement on retrouve des étudiants frustrés qui quand ils viennent nous voir disent mais moi c'est ce que j'avais envie de faire du concept art ou c'est ce que j'ai envie de faire du modeling ou en tout cas ça peut être des perspectives et quand on nous dit si je continue là-bas dans tous les cas je n'aurai pas cette possibilité là parce qu'on m'imposera de choisir autre chose et qui à la fin sont déçus quoi. Ouais. Sauf que ça on leur dit au début. Ouais, super. Vu le prix des écoles qui malheureusement sont toujours privées parce que vu que c'est pas des vraies études, vu que c'est pas un vrai travail, bien sûr, il n'y a pas d'école au public. Hein. Donc ça fait mal de
te rentrer dans une voie sur un mensonge. Le truc, c'est que je pense que ce serait compliqué d'ouvrir une école publique de 3D. Je pense que ce serait super compliqué, ouais. C'est vrai que pour une question égalité des chances et compagnie, c'est pas équitable, quoi. En fait, c'est juste que c'est une question de... Le matériel, en fait. Le matériel, les licences et tout ça, c'est inenvisageable dans le public de pouvoir imaginer que ça puisse... Donc, Après, en fait, ce qui est dommage, c'est que l'allocation de bourse, elle est tellement faible, parce qu'il y a quand même des écoles où il est possible, avec une... on va dire, du coup, dans le groupe DH, Brassard et tout, il y a la MOPA maintenant. La MOPA, par exemple, ils ont accès aux bourses du Crous. Ils ont un pourcentage d'étudiants, même s'il est faible, ils ont quand même accès aux bourses du Crous. C'est un début, tu vois, mais c'est peut-être 1% de toutes les écoles en France, quoi. Ouais. Donc en fait, au-delà de ne pas avoir d'école publique, ils ne reconnaissent même pas la légitimité de certaines écoles d'être là depuis longtemps et de fabriquer vraiment des jeunes qui vont après aller sur le marché du travail, et au moins de les aider par des bourses, par exemple. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, c'est le truc que je trouve vraiment dommage. Mais... Ouais, c'est sûr. C'est vraiment frustrant. Mais c'est vrai que ces écoles qui mentent un peu comme ça, là, voilà, moi, c'est vraiment bête, parce que, en fait, c'est l'école, en fait, elle travaille pour sa réussite à elle et non pas pour la réussite de l'étudiant. C'est-à-dire, voilà, l'école veut s'assurer que, à la fin, elle puisse toujours dire oui, pratiquement 98% des étudiants placés dans les 3 mois, machin. Oui, sauf que ils sont, voilà, regardez les productions dans lesquelles ils sont. Ouais, mais en fait. Oui, mais est-ce qu'ils sont heureux? Sauf que vous représentez les 4 métiers où il y a le plus de recrutement, et puis les 60 autres, en fait, il n'y a personne dedans, quoi. Bah oui, puisque vous les avez virés les années d'avant. Voilà. Oui. Il y a ça aussi. Ouais. Alors, ça fait 1h40 qu'on enregistre. Si on veut peut-être faire en sorte que les gens puissent écouter les épisodes en un seul coup. Alors, on parle justement de truquer la réalité, on verra au montage. Ouais. Oui. Okay, au montage, 30 minutes. Oh, bah dis donc. Si vous mettez la vitesse x 1,5, nos voix vont être un petit peu changées, un peu rapides. Un peu aiguës, mais ça s'entend toujours, on comprend ce qu'on dit. Ouais, donc oui, il est temps de passer aux recommandations d'artistes peu connus. Tout à fait, aux artistes à partager. Et du coup, qui veut commencer? Yoni, du coup, vu que t'es l'invité, est-ce que tu veux commencer? Ça me dérange pas. Ok. Allez. Alors du coup, moi j'ai choisi un étudiant qui est déjà sorti, parce que tant qu'à faire, autant que je choisisse un étudiant. Je me suis dit, je vais pas prendre un étudiant encore actuellement dans l'école, parce que ça va faire des jaloux. Et dans les sortants, je vais en choisir un particulièrement. Les autres sont pas jeunes, tout va bien. Qui s'appelle Owen pour, exactement. Alors, tu peux mettre le lien vers son ArtStation dans Links. Et on vous le mettra dans les descriptions aussi, histoire qu'on puisse voir. Voilà, donc lui, sa spécialisation, c'est vraiment le concept art pour le coup. Il fait aussi du chara design. Et c'est vraiment un étudiant, alors qu'il y a eu malheureusement, suite au Covid, qui avait des belles opportunités vers le continent canadien, mais qui a été stoppé au dernier moment, à quelques jours près, à un jour près. Voilà, il a vraiment pas joué de chance sur ce coup-là. Mais il est très talentueux. Et en plus d'être talentueux, l'avantage aussi, c'est, forcément, en l'ayant connu pendant plusieurs années, c'est qu'il a vraiment cette qualité de... Ce qu'on aime bien, on va dire, chez les artistes pour ce type de profil-là, c'est d'écouter, de se remettre en question, de reproposer et de pas avoir un ego trop fort sur dire non, mais là, ce que j'ai fait, c'est bien. Ce qu'on peut reprocher des fois, peut-être, les étudiants, des fois, ils sont un peu trop sûrs d'eux, ça peut arriver. Lui, c'est pas du tout le cas. Et voilà, et je trouve qu'en tout cas, son travail, il mérite clairement d'être vu et d'être apprécié. Voilà. Je vous ai mis le lien comme ça. Moi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Hein. C'est un peu... Il y a un petit côté un peu avec... En fait, il rajoute tellement de détails, ça fait presque du grain sur l'image. Et ouais, voilà, il prend plein de directions, puis il essaye, il est toujours gourmand. Je sais que là, par exemple, je lui ai parlé récemment, et il me disait, je me suis mis aussi à apprendre d'autres choses, comme du Unreal Engine, donc des choses un peu plus temps réel, parce que on lui a dit que, enfin, dans des posts sur lesquels il a postulé, on lui a dit que c'était un plus qu'il commençait à utiliser ce genre de choses, que même s'il fait du concept, il aime bien faire un mix 3D, 2D ou des choses comme ça, ouais. Ou que 2D, peu importe. Enfin, il a vraiment plusieurs cordes à son arc, et ouais, moi, je trouve qu'en fait, c'est qu'il a plusieurs qualités. Même faire du chara design, enfin, voilà, il mérite en tout cas, je pense. Voilà, je trouvais que c'était celui à choix. Bon, oui, il a fait un choix toujours. Il a fait 3e sur un challenge ArtStation quand même. Ouais. C'est pas mal. L'année dernière, il a été invité du coup au THU là, qui était à Malte, et
Et voilà. Puis ouais, les Challenger Station, ça doit bien aider pour les recrutements. Bah carrément, ouais. Du coup, il a été, il a eu droit à son accréd et tout. Du coup, l'école, on l'a aidé bien entendu à aller à Malte pour qu'il puisse concrétiser, parce que c'est vraiment un endroit où le but c'est de faire que de la rencontre professionnelle. Je le conseille d'ailleurs vivement à tous ceux. C'est vrai qu'on pense toujours au MIFA et tout, mais vraiment cet événement-là, il est vraiment orienté que recrutement, donc il est vraiment assez ouf. Et il a eu de belles touches, dont d'ailleurs Sony Animation. Il a eu un très bon contact avec Sony Animation, qui était très intéressé par ce qu'il faisait. Après, bon, on sait très bien que c'est le genre de boîte, c'est jamais du jour au lendemain que ça se fait comme ça, mais voilà, donc c'est un bon profil. Ouais, oui, effectivement. C'est très cool. Merci du partage, moi je connaissais pas du tout. Yes. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment mélanger ce côté 3D, enfin prendre une base 3D puis refaire par-dessus et ajouter des trucs. Ouais. Il a eu plus en plus. Il a une formation 3D complète d'ailleurs. Hein. Il sait faire. Ouais, hein. ouais. ZBrush il sait faire en tout cas. Moi je parle pour ce que je connais. ZBrush il sait faire, Owen. Oui, c'est pas ce qu'il préfère, mais il sait faire. C'est un de mes étudiants. Ouais. Non, bah. En fait, je dis c'est pas ce qu'il préfère, c'est même pas vrai. Quand je disais il a vraiment beaucoup de qualité, c'est à un moment donné, pour un processus créatif, il est vraiment intéressant d'ouvrir ZBrush, il va le comprendre et il va le faire en fait. C'est dans ce sens-là en fait où je trouve qu'il est vraiment, il a une qualité de travail qui est intéressante. Il est capable de s'adapter à un besoin très spécifique, même si c'est de la 3D. À un moment donné, si pour proposer une créature sur un Kara comme ils ont fait pour leur film, il faut ouvrir ZBrush. Il va l'ouvrir parce qu'après, juste pour lui, pour son plaisir personnel, peut-être qu'il l'ouvrira pas. Mais à un moment donné, ça répond vraiment à un besoin d'un travail particulier, il va le faire. Quoi. Ouais. Sans c'est problème. Cool ça. Ouais. Yes. Ok. Ben merci. En plus, il est gentil. Ouais, il est gentil. Ouais. Ah bon, s'il est gentil alors. Ouais. C'est tout bénef. C'est vachement important pour travailler avec des gens. Ouais, autant le dire parce que l'humain reste quand même très important dans les relations de travail. C'est clair. C'est vrai. C'est clair. Yes. Parce que bon, des fois les étudiants, on se dit voilà, c'est bon, ils sont sortis, s'ils ont leur diplôme, machin et tout ça, ils se croient les plus forts et pour certains, c'est des fois un peu vrai. Faut les remettre un peu à leur place. Ouais. Ensuite, à qui moi, je veux bien Allez, vas-y. faire ma petite... partager ma petite découverte. Enfin, découverte non, parce que c'est une personne que je connais depuis un petit moment. Alors, en fait, c'est une nanette qui s'appelle Christelle. Et elle a fait pivot aussi, donc la même école que moi, mais elle a fini bien avant. Et il se trouve qu'elle est tatoueuse maintenant. Et du coup, elle a un Insta tatouage et un Insta illustration. Donc là, je partage le Insta illustration. Et en fait, elle a son style à elle, en fait. N'importe où, quand on verra un dessin... Enfin, on sait direct que c'est Christelle. Je sais pas, elle a son truc, elle a sa patte. Ah ouais, elle est identique. Ouais, complètement. C'est incroyable. Et elle fait surtout du tradi. De crayon de couleur, tout ça. Et je sais pas, elle a une notion des couleurs, des volumes, très géométrique, mais c'est très doux à la fois, c'est sensuel. Enfin, je sais pas, j'adore, je suis une grande fan. Et j'ai un tatouage de elle, donc je suis plutôt fière. Et en plus, ça se trouve à Nantes, et c'est une personne adorable, et voilà. Donc je pense qu'elle mérite. C'est très sympa. Ouais. Oui, j'aime bien. C'est très cool. Ah, c'est pas mal. Hein. Un bon style bien carré, bien comme j'aime, avec des vraies formes. Vraies formes trop cool, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, voilà. Ok. Un petit partage. Ah bah ouais, belle découverte, en tout cas. Ouais. Ok. Ah, merde. Non, ça, c'est... Alors, Rose, elle nous présente le Art Talk. Qui est... Non, donc moi je présente quelqu'un qui s'appelle Slanmeta, qui s'appelle Quentin Rigaud, et qui est dessinateur de BD et qui fait aussi beaucoup ses planches sur Twitch. Alors il se débrouille pour faire les planches qui spoilent pas l'histoire, et après sinon il fait ça hors Twitch. Et du coup, voilà, il essaye beaucoup de présenter aussi à des éditeurs. Alors évidemment, c'est pas évident la BD, surtout la BD traditionnelle papier et tout en ce moment chez nous. Et sur Webtoon. Il y a plus de travail, c'est mieux. Et, mais voilà, du coup, il fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très gentil aussi, pareil, puisque du coup, sur Twitch, il s'occupe bien des gens, de discuter et tout. Il y a beaucoup de monde dans le dessin sur Twitch qui sont très gentils, qui ont des approches différentes et tout. C'est vachement chouette de pouvoir discuter et tout ça.
Et il a son style et des sujets auxquels il tient beaucoup, que d'histoire en histoire, il les explore sous différents angles. Et c'est beaucoup, du coup, le côté corps amputé ou blessé ou malade, etc., qui sont ces sujets, des sujets qui lui sont très récurrents et qui sont très... Du coup, il en parle beaucoup et c'est très intéressant, je trouve, aussi à avoir du coup des points de vue comme ça sur ce genre de choses, et le fait que ce soit pas voilà, il le traite de plein de façons différentes dans diverses histoires, du coup, même si il me semble que je suis pas sûre que Glitch on puisse la lire en ligne. Il me semble qu'il y a que parce que c'est une de ses BD, il me semble qu'il n'y a que Stigma qu'on peut lire en ligne, et puis après je sais qu'il avait aussi proposé d'autres trucs à des éditeurs qui, a priori, n'ont pas, je crois pas qu'ils aient signé. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des éditions, des maisons d'édition, même des toutes petites et tout, qui peuvent être intéressés, surtout contactez-le. Ouais. Voilà. Une palette de couleurs assez particulière, j'aime bien. C'est vrai. Ouais, c'est très marrant. Puis même les décors et tout qu'il fait, j'aime beaucoup genre, il y a une petite passion du détail. Ouais, effectivement. Sympa. Ouais. Cool. Ok, bon c'est mon tour du coup, et moi je vous présente Daniel Evans, qui est un copain, et qui m'énerve. Alors, pourquoi il m'énerve? Parce que ce gars-là, il vient d'avoir 19 ans, et en fait, là vous voyez son ArtStation qui a déjà un niveau pro, et en fait il y a la moitié des trucs qu'il a fait quand il avait pas encore commencé ses études en 3D en fait. Genre, c'est n'importe quoi. Et c'est un espèce de petit génie, là pour le coup j'ai aucune hésitation à le dire, c'est un petit génie de la 3D, et en fait il a fait des études parce que il veut un diplôme, mais en vrai il était déjà largement au niveau pro avant d'attaquer ses études, en autodidacte complet. Ah la vache, c'est incroyable. Ouais, genre là par exemple le Rocket Raccoon et le Chappie il les a fait pendant ses études, mais tout le reste c'est des trucs qu'il a fait avant d'attaquer quoi. Et enfin c'est là où j'ai envie de dire, s'il t'énerve, c'est fou ce qu'on peut faire avec un ordinateur maintenant. Ouais hein, oh là là, ça c'est dingue. Ouais, mais il est assez impressionnant, et je trouve ça trop cool en fait. Ça prouve qu'on peut vraiment s'en sortir, même si jamais il y en a qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des études complètes et tout. Ce gars-là, c'est la preuve qu'on peut s'en sortir avec la bonne motive, et qu'on peut y arriver en fait. Parce que clairement, il a déjà un niveau d'étudiant sortant d'école avant de commencer quoi. Donc ouais. J'aime bien ce qu'il fait, et il mérite des encouragements. Voilà. C'est clair. Ouais, c'est bluffant. Incroyable. Ouais. Yes. Bon, on est presque à 2 heures d'enregistrement. Oui. Et du coup, on va y aller. Ouais, vas-y. Je dirais juste sur ton pote là, j'ai une théorie. C'est celle de Benjamin Button. Je pense qu'il a 19 ans, mais en fait... en fait, il régresse. Il a 20 ans d'expérience dans le métier déjà. C'est ça. En fait, à chaque fois qu'il fait un nouveau projet, il régresse. Et il va finir super nul. En fait. Oh non. Quelle tristesse. Ouais, non. Aucune chance que ça lui arrive, je pense, mais... Ouais. Bon, écoutez... sacrée découverte, c'est cool. Ouais. Carrément. Ouais, merci pour les partages. Yes. Et puis merci d'avoir écouté aussi. Merci d'avoir écouté, effectivement. Tenu le coup. Ouais, tenu le coup. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long, mais... J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé, et que vous n'avez pas trouvé le temps. Et que vous avez appris des choses aussi. Oui. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des épisodes un peu moins longs, peut-être. Oui, si ça vous dérange, si vous êtes du genre à prévoir des choses après et vous dire genre 1 heure c'est parti, ou si vous vous en foutez. En fait. Voilà. Donc, non, les gens ils peuvent mettre pause quand ils veulent. Oui. Certes, mais c'est vrai qu'après, des fois c'est pas pareil d'écouter en un seul coup. Prenez un risque. Voilà. Prenez un risque
imaginez que tout le monde réponde non, on voudrait que ce soit un peu plus long. Ah bah écoute. Ah bah dans ce cas-là, peut-être on en sortira un petit peu moins souvent et tout. De toute façon, on fait ça selon nos disponibilités. Exactement. Ouais, on en sort un par mois, mais il dure 5 heures. C'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir invité. C'était vraiment cool. Ouais, c'était super sympa. Et peu importe la durée, moi, je continuerai d'écouter tous les Art Talks avec grand plaisir. Trop bien. Oh, C'est trop gentil. fais plus des Merci. bisous. Merci beaucoup. Merci. Yes. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci. À Ouais, bientôt. carrément. À Ciao, bientôt. Des ciao. bisous. Ouais. Voilà. Salut. N'hésitez Salut. pas à venir nous retrouver sur Instagram, sur Twitter. On a aussi un Discord si vous voulez discuter avec nous. Et la boîte mail. Et la boîte mail aussi qui est toujours disponible en cas de questions. 24 sur si vous 24, avez- 7 jours sur 7. Voilà. Si vous avez bien aimé, surtout, n'hésitez pas à partager. En fait, Ouais. ça peut. Si jamais vous pensez qu'il y a des gens à qui ça peut plaire et tout. Abonnez-vous et activez Bah, la cloche. Le petit pouce Pourquoi bleu. est-ce qu'ils doivent m'activer en fait? Non, c'est pour avoir une notification. Non, mais quand c'était c'est une blague. J'ai dit pourquoi ils doivent m'activer Ah. parce que c'est moi la cloche. Ah, d'accord. Je pense que- Ok. Merci, Rose. C'est le On va ça. Et je pense que c'est le moment d'arrêter. Hein. Ouais. Ouais, on va couper, ça va faire. Allez. Allez, au revoir tout le monde. Bisous. Salut. Bisous.